Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire. Bien content de vous retrouver, en ce moment on fait un rythme un peu de une semaine sur deux, j'en avais parlé très rapidement mais j'ai pas mal de choses au niveau professionnel que je dois faire en priorité. On a commencé il y a donc 2 semaines de cela le top 100. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, puisque là on a dépassé la moitié aussi de saison NCAA, c'est de faire un épisode top 100, un épisode sur l'actualité. Donc aujourd'hui c'est un épisode sur l'actualité, et le prochain épisode, que ce soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça sera le retour le retour et donc la suite quelque part du top 100. On aura le temps d'en reparler. Bien content aussi de pouvoir, voilà, avec la saison MLB qui a repris, pouvoir de nouveau aller au ballpark et pouvoir un peu profiter. Je dis pas ça pour vous, voilà, pour vous rendre jaloux ou quoi que ce soit, mais non, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir ce pan-là de l'année, comme chaque saison où on peut, voilà, aller au ballpark, s'amuser tranquillement et puis voir du baseball. Avant de commencer, après cette longue intro, je vous rappelle, comme d'habitude, vous pourrez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute, donc de podcasts préférés ainsi que sur YouTube. Et de même le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, le temps passe tellement vite que nous avons dépassé la mi-saison. Quand je parle de mi-saison, je parle de mi-saison régulière. Donc là, vraiment, on commence à avoir une photo bien plus intéressante, des tendances par conférence, par rapport aux équipes qui étaient favorites au début de la saison en général, celles qui déçoivent, celles qui surprennent, celles qui sont là où on les attendait. Au niveau des joueurs, c'est un peu le même principe. On a des joueurs qui, surtout pour les joueurs qui nous intéressent par rapport à la draft, qui sont dans leur temps de passage. D'autres qui sont peut-être un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. D'autres carrément qui déçoivent. Ou alors il y a l'émergence de certains joueurs que l'on voyait peut-être drafter à un certain palier en tout cas, et qui là sont en train de faire montre d'une progression bien plus avancée que prévu, et qui donc rabattent en fait quelque part, ou rebattent les cartes quant à la draft à venir. C'est toujours intéressant de regarder un peu tout ça, puisque ça nous permet aussi de voir, bien entendu, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais que on parle de sport, donc c'est bien beau les stats, parce que ce sont des métriques par rapport à des performances, mais il y a quelque part l'humain derrière, et donc l'évolution. Parce que quand on fait des prédictions, par exemple en début de saison, on imagine une évolution. On ne peut pas la connaître à l'avance, bien entendu, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu bateau, mais dans le sens où voilà, les joueurs assimilent, ont des temps de passage différents de l'un à l'autre. Le baseball, on est toujours obligé de le rappeler, c'est un sport d'échec, donc il y a un aspect mental très important. Et ça peut jouer aussi dans l'évolution des joueurs, vis-à-vis de leur carrière déjà au niveau universitaire, mais ensuite, pourquoi pas au niveau professionnel. Donc, ceci étant dit, je pense que s'arrêter aujourd'hui et pouvoir regarder, faire une sorte d'overview, un peu une sorte de photo de la saison à l'instant, aussi regarder, et malheureusement c'est quelque chose vers quoi on essaye on essaye, pas moi, mais ce que les... on va dire ce que les ce que les gens qui sont impliqués dans le baseball universitaire essayent euh, de, 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 de militer pour, on va dire, militer c'est un grand mot, je cherche mes mots en français, désolé, comme d'habitude, mais c'est de pouvoir un peu s'éloigner de certaines métriques, je vous ai souvent parlé du RPI ou RPI, qui est la métrique reine, phare, récupérée ou vue par le comité de sélection pour le tournoi de fin de saison, donc le tournoi qui va récupérer les 64 meilleures équipes. Je vous avais expliqué il y a peut-être 1 à 2 ans de cela que d'autres métriques qui semblent, elles sont toujours à l'état de comparaison, de calcul, etc., mais qui semblent être un peu moins, on peut dire ça. Alors injuste est un grand mot, mais peut-être un peu plus solide, sur lesquels on peut un peu plus s'établir et avoir un côté un peu moins arbitraire, voire empirique. Enfin bon, empirique, bon, pour le coup, ça peut être un peu ce qui peut être recherché des fois.
Mais ces métriques ne sont toujours pas appliquées. On avait parlé notamment du DSR, etc., etc. Ce sont des métriques qui ne sont pas encore appliquées par le comité de sélection, mais on sait que l'idée, c'est de peut-être s'éloigner du RPI seul et de pouvoir un peu additionner différentes métriques, peut-être être un peu plus flexible quant à l'évolution de certaines équipes par rapport aux conférences, puisqu'on le sait, le RPI est pour l'instant la métrique principale. Et le RPI peut être très volatile en fonction de qui vous affrontez et au moment de la saison, au moment où vous les affrontez. Par exemple, vous pouvez avoir une équipe, je sais pas moi, je dis Yukon au hasard, vraiment au hasard, qui commence avec un très bon RPI, vous les battez. Ça n'affecte pas votre RPI, ou alors si vous aviez un RPI assez bas, ça vous permet de le remonter. Plus tard dans la saison, quelqu'un d'autre affronte Yukon, mais Yukon depuis a dégringolé. Donc son RPI va vous affecter de manière négative, que vous gagnez ou que vous perdez quelque part. Parce que si vous gagnez et que maintenant ils ont un RPI de 100, alors que vous avez un RPI de 20, ça ne vous aide en rien en fait. Si en plus vous perdez, bah là ça vous fait vraiment dégringoler. Donc tout ça pour dire que c'est un peu un préambule pour dire que malheureusement, pour aussi faire cet état des lieux de mi-saison, je vais être obligé de me plier un peu à cette règle du RPI pour l'instant, et donc aussi de la force de calendrier, voir un peu comment ça se passe, mais ça va être quand même l'indicateur qu'on va devoir utiliser pour pouvoir un peu traduire de ce qui se passe actuellement dans le college baseball, et qui est bien, qui n'est pas trop bien, voir un peu où on peut avoir des doutes, ou au contraire on peut dire, ah là ce sont des bons points. Et l'idée derrière on va dire ce résumé ou cette overview de mi-saison, cette photo de mi-saison, c'est aussi de se dire, ok, si on se projette aujourd'hui, si on se dit que là, à aujourd'hui, on arrête en fait la saison régulière, quelles seraient les équipes qui seraient potentiellement qualifiées, ou en tout cas qualifiables pour le tournoi de fin de saison, le tournoi national, le tournoi à 64 équipes. Donc voilà, je voulais faire ce rappel un peu, même si c'est peut-être un peu long, un peu surexplicatif, mais c'est dans le sens où malheureusement, dans les sports universitaires, il y a cette partie où il y a un comité, comme on l'a répété et répété, qui vient en fait mettre son grain dans la machinerie et un peu perturber la façon de sélectionner les équipes. Donc on va un peu jouer là-dessus pour se dire, ok, cette équipe-là paraît pas mal par rapport à sa conférence, par rapport à ce qu'on attendait d'elle, mais après, est-ce que le RPI suit? Et ça va être quelque part ce qui va nous permettre de se dire, ok, cette équipe-là peut se dire qu'elle est sur la bonne voie d'être dans le top 64, on va dire entre guillemets, même si elle ne gagne pas sa conférence. Ou au contraire, malheureusement, il va falloir faire mieux, peut-être gagner plus de midweek, faire attention au RPI de ses adversaires dans les semaines à venir, et aussi peut-être se rapprocher de la tête de sa conférence pour s'assurer un bid at large, par exemple, si c'est une grosse conférence. Ou au contraire, se dire, là, de toute façon, cette conférence-là, malheureusement, vu ce qu'on voit de ses leaders prévus, va falloir que l'équipe qui veut aller au tournoi national remporte en fait tout simplement sa conférence. Voilou. Pour commencer du coup avec cette photo, on va bien sûr commencer par ce qui se fait au niveau national, c'est-à-dire le top 25 de la semaine, qui va être aussi une clé de compréhension sur ce qui se passe un peu dans les différentes conférences et par rapport aux facs qui sont représentées dans ce top 25. Alors, tout d'abord, UCLA est toujours en tête. UCLA est en train de rouler sur la Big Ten, je peux vous le dire d'ores et déjà. Même si ils ils commencent à avoir c'est facile à dire, ils ont certaines difficultés dans les matchs, tout n'est pas si limpide que ça, mais ils trouvent toujours des solutions et des réponses. Et c'est très encourageant, puisqu'on le sait, avec le baseball notamment, vous pouvez perdre du momentum, mais si vous êtes capable de continuer à grind des victoires, notamment à rester efficace défensivement et dans le pitching, ce sont des bonnes métriques, ou en tout cas des choses qui peuvent vous soulager et vous dire, bon, on a encore de quoi voir venir au cas où. Bien sûr, vous pouvez faire une saison régulière exceptionnelle et vous faire éliminer au premier tour du tournoi national. C'est un peu aussi le jeu, puisque ça va très vite, double elimination et compagnie. Je pense qu'une équipe comme Arkansas de 2021 pourrait en témoigner, ou Tennessee de 2022 qui était vraiment sur une saison historique, mais qui ne s'est pas fait éliminer au premier tour, mais qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout en tout cas. Mais en tout cas, pour revenir à UCLA, ça se passe très bien. Après UCLA, on a Georgia Tech qui a continué à prendre des places. Et pourquoi? Puisqu'ils dominent la ACC à l'heure où on parle. On verra un peu plus les classements par conférence tout à l'heure.
North Carolina aussi est en train de monter. Alors tout n'a pas été rose en ACC, mais ça fait quand même un moment qu'ils enchaînent les séries victorieuses. Même si la différence entre Georgia Tech et North Carolina, c'est que Georgia Tech arrive même à sweeper des séries en ACC, ce qui fait qu'ils arrivent à avoir un certain gap, une certaine avance dans le classement. Texas, qui est plutôt régulier, hein, malgré là, le fait qu'ils aient perdu une série en SEC, ils étaient quand même sur un bon stretch. Donc ils sont quatrième actuellement. Georgia, qui était quatrième, vient de perdre une série justement à domicile face à Florida, de mémoire. Florida, on va en reparler parce qu'ils ont fait une semaine exceptionnelle d'ailleurs. Et Florida, c'est assez paradoxal, mais comme souvent avec cette équipe, hein, au final, chaque saison. Oregon State continue à faire une très belle saison malgré le fait d'être en indépendant. Ils arrivent, malgré un calendrier qu'ils ont corsé exprès, hein, à rester quand même performants. Coastal Carolina, c'est aussi la bonne nouvelle, hein, voilà. Du moment, si vous vous rappelez, on avait eu un début de saison Coastal Carolina compliqué, avec notamment des blessures, notamment de leur ace, hein, Fluky, qui fait partie de ces joueurs qui sont attendus assez haut à la prochaine draft. Malgré tout, ils ont réussi à tenir, à gagner des séries importantes. Et là, au final, avec des retours de blessures également, ils continuent à être efficaces. En atteste notamment le fait qu'ils aient battu Wake Forest en midweek par exemple, et ensuite ils ont gagné leur série Sun Belt. Ce qui est très intéressant pour eux, c'est que voilà, en plus les joueurs reviennent un peu de blessures. Florida State, hein, même si là la semaine dernière a été très compliquée, euh, reste sur une moitié de saison quand même très intéressante. Là, ils sont en 24-11, mais ils viennent de se faire, voilà, ils viennent de perdre 4 matchs de suite, hein, parce qu'ils ont perdu le midweek face à Florida. Florida qui, au passage, aura donc dominé la Floride, hein, parmi les grosses équipes, hein, entre Miami, Florida State et Florida. Euh, Florida State, hein, et on le rappelle, enfin, je sais pas si je l'avais dit lors du podcast d'avant, parce qu'il venait de se blesser, mais Miles Bailey, un des top prospects de la prochaine draft, est blessé et a donc terminé sa saison malheureusement. Ce qui a aussi voilà, déséquilibré très clairement Florida State, parce qu'il était sur une saison de Golden Spikes. Donc il fait partie de ces joueurs qui voilà, attendus et qui montraient, qui répondaient présents jusqu'à cette malheureuse blessure. UVA, mine de rien, fait une très bonne saison, une belle saison de rebond avec un effectif changé, avec pas mal d'arrivées de Duke, notamment leur entraîneur Chris Pollard. Ça se passe pas mal, même s'il y a un petit ralentissement, je trouve. Bon, la semaine là qui vient de se passer, elle a été positive, mais il y a eu un petit ralentissement sur les semaines, on va dire 8-9, mais c'est très intéressant. L'autre équipe qui est en train de ressurgir, c'est Texas A&M, hein. Texas A&M qui fait penser à ce Texas A&M de 2022 qui avait une attaque très potente mais qui était un peu malheureusement tributaire d'un pitching on va dire très irrégulier pour être sympa. Mais c'est on va dire c'est la recette, hein, qui leur avait permis quand même d'aller jusqu'à Omaha en 2022. Là, pour le coup, ils font une saison quand même très intéressante en SEC. Tout n'est pas parfait, attention, mais c'est quand même très encourageant. Alabama, malgré le fait qu'il se soit fait sweeper par Arkansas à domicile, qui plus est, fait une saison très solide, hein. Je pense que chaque saison, Alabama fait une saison très solide. Et après, le gap, c'est est-ce qu'ils vont être assez solides pour être vraiment une équipe qui peut être haute, ou est-ce que ça va être un peu en dessous, mais ils devraient, s'ils continuent bien sûr comme ça, faire partie de ces bids at large de la SEC pour pouvoir atteindre le tournoi national. L'une des très belles surprises de la saison, et ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là, c'est la fac historique, hein, à USC bien entendu. Ils sont actuellement en 30 victoires, 7 défaites. Ils viennent de faire une semaine en 3-1 notamment. Euh, c'est une équipe qui est quasiment tout en haut de la Big Ten. Je pense qu'à part UCLA, et je pense avant cette semaine, il y avait Nebraska, mais Nebraska a eu une mauvaise semaine. Donc c'est possible que USC leur soit passé devant. USC en tout cas, derrière Mason Edwards, qui est l'une des grosses surprises, hein, en termes de pitching, notamment de la saison au niveau national, bah, continue à engranger les wins, engranger les belles performances défensives surtout. Et puis l'offense n'est pas à sous-estimer, donc voilà, une très belle saison pour eux. Auburn, on n'en parle pas trop, c'est aussi une belle saison, je trouve, hein, qui est donc 13e actuellement. Tout comme Oklahoma, qui est donc dans le top 25 en 14e position. Ils n'ont pas toujours été dans le top 25, il faut le savoir, mais ils ont su rester solides en SEC notamment. West Virginia, qui continue son bonhomme de chemin, qui fait partie des meilleures équipes Big 12, hein, comme depuis 2-3 saisons maintenant, bah, c'est très 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 solide. Arkansas, c'était un peu en dilettante, c'est sur la dernière partie de ce début de saison, mais ils viennent de réussir un sweep à l'extérieur qui plus est à Alabama, ce qui leur permet de voilà,
de se rétablir un peu dans ce top 25. Il faut le savoir, leur bilan n'est pas exceptionnel, hein. Ils sont à 24-13. Après, la force du calendrier fait que, hein, et on rappelle, ils sont en SEC, donc forcément, chaque week-end, c'est déjà une match-up qui leur permet de ne pas drop trop en termes de RPI. Mississippi State, c'est un peu on va dire comment je peux dire ça, la dynamique inverse, hein. Ils sont sur deux séries compliquées en SEC. Je pense ils se sont fait sweeper 2 fois de suite, hein, ça sera vérifié, mais je pense qu'ils se sont fait sweeper 2 fois de suite. On retrouve derrière eux Kansas qui vient d'intégrer le top 25 et qui fait une très bonne saison en Big 12. Et d'ailleurs, on peut faire un petit shout-out à Mathis Neyral, hein, pitcher français, qui fait une saison très solide, hein. Je me rappelle plus des stats, mais je pense qu'il a 4 et quelques diarrhées en 44 manches lancées jusqu'à présent. Il a quand même starté 9 matchs, quelque chose comme ça, je pense. Il a même été pitcher de la semaine il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait fait une performance remarquée. Je pense qu'il avait eu 11 strikeouts. Donc c'était très intéressant pour lui. Donc voilà, on espère qu'il va pouvoir continuer comme ça. C'est un prospect au final. Donc voilou. Kansas en général, c'est très intéressant. Ça fait partie de ce qui se fait de mieux en Big 12 actuellement. Donc rien de surprenant. On a ensuite Oregon. Oregon, c'est solide, mais je pense qu'ils sont un peu en deçà de ce qu'on a pu voir, par exemple, la saison dernière, lors de leur première saison en Big Ten. On a l'impression que c'est un tout petit peu plus, alors à peine, hein, mais un tout petit peu plus, entre guillemets, compliqué. Ça, c'est une grosse équipe, hein, ils sont en 26-10 au global. Florida, on en a parlé tout à l'heure. Alors Florida, c'est un cas exceptionnel, hein. Florida, on ne sait pas sur quelle Florida on va tomber, entre guillemets. Ça peut être exceptionnel, alors que des fois, ça peut être le contraire. Donc très compliqué à juger, mais comme je l'ai dit, Florida nous a un peu habitués à ça à travers les saisons. C'est une équipe qui des fois est plutôt en diesel, c'est une équipe qui des fois fait même polémique quand ils sont quand même sélectionnés au tournoi national alors qu'ils ont un bilan au global qui paraît compliqué. Mais il faut toujours le rappeler, c'est une grosse fac tout d'abord. Ils ont beaucoup de prospects, beaucoup de potentiels futurs joueurs MLB chaque saison. Et en plus de ça, ils se challengent en ayant souvent l'un des calendriers les plus compliqués de toute la nation. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et du coup, ça leur permet d'être souvent prêts et de pouvoir aller assez loin, que ce soit au tournoi national ou dans le tournoi SEC, bien entendu. UCF, bon, là ils viennent de se faire sweeper, donc c'est un peu, c'est un peu compliqué de leur jeter des louanges et des fleurs, mais il faut le faire puisque jusqu'à présent, ils sont quand même très très bons en Big 12. On retrouve un peu ce UCF d'il y a 2 ans, hein, qui venait d'ailleurs d'arriver en Big 12 à cette époque-là et qui avait fait une très très belle saison, qui s'était un peu essoufflé sur la fin de saison 2024 et ça s'était un peu retrouvé sur toute la saison 2025 où ça a été plus compliqué jusqu'à la fin de saison 2025. On a l'impression qu'en fait, c'est une équipe qui ride des momentum entre saisons. C'est-à-dire que 2024, c'est très bon jusqu'à la fin où c'est un peu moins bon, et 2025, ça devient moins bon jusqu'à la fin où ça redevient très bon, mais ça ne leur permet pas d'aller pouvoir se battre pour des places au tournoi national. Et là, cette saison, on a l'impression qu'ils ride cette fin de saison 2025, alors que c'est pas forcément le même effectif, hein, du tout au tout. Mais en tout cas, là, c'est très intéressant ce qu'ils font en Big 12. Donc on va espérer pour qu'ils puissent continuer comme ça. Derrière eux, on a Southern Miss. Alors, Southern Miss, ils font une saison solide, comme chaque saison, mais il y a des petits, on va dire, il y a des petites quintes de tout, on va dire, en Sunbelt. Là, par exemple, ils viennent de perdre leur dernière série Sunbelt. Tout n'est pas complètement clair, donc il va falloir peut-être qu'ils soient un tout petit peu plus performants pour s'assurer, hein, ce genre de bid at large, et on en reparlera par rapport au RPI notamment. Arizona State, là aussi c'est une saison très, très belle pour un historique, hein. Ils sont un peu sur le même mode que la saison précédente. Équipe qui, depuis qu'ils sont arrivés donc, du coup, en Big 12, est très solide. Et on sait très bien que le Blomqvist et son staff, leur idée c'est de refaire d'Arizona State une place forte, hein, comme ça a été au niveau bien sûr historique. Donc on leur souhaite, hein, ça se passe pas trop mal en Big 12. Boston College, il faut en parler. C'est clairement la belle surprise, hein, de ce début de saison ACC, jusqu'à cette moitié de saison ACC. L'un des meilleurs bilans en ACC, ils ont gagné des séries dans des endroits où on ne les imaginait pas, avec un effectif qui paraît quand même en dessous de pas mal d'effectifs, mais qui, et je l'avais dit en preview, Todd Interdonatos, il est capable de maximiser des effectifs en fonction de ce qu'il veut. On l'avait vu à Wofford notamment. Bah là, c'est un peu le même principe, hein. Il a des profils spécifiques, il joue un baseball d'opportunité. C'est ce qu'on avait vu à Kentucky, notamment sur les saisons où Kentucky est devenu place forte de la SEC sur les saisons 2022, 2023, 2024 notamment. Et ensuite,
quand ils arrivent à dépasser ce cadre de baseball d'opportunité et qu'ils arrivent à intégrer des pièces sur les saisons suivantes, bah là ils peuvent mixer un peu différents baseballs. Et ça peut être un baseball très intéressant et un baseball qui gagne, c'est tout ce qu'on demande. Ole Miss ferme ce top 25 avec voilà, un sweep bienvenu. Je pense qu'ils viennent de sweeper LSU de mémoire. Et LSU fait un peu le sens inverse, dans le sens où ils étaient un peu revenus, et du coup ils étaient revenus dans le top 25, mais ils se sont fait sweeper, et du coup bah, ils ressortent du top 25. L'autre équipe qui sort du top 25, c'est Nebraska, qui fait quand même une très belle saison malgré tout, hein. Mais il faut comprendre, ils sont en Big Ten, ils ont un calendrier peut-être moins impressionnant, et ils viennent de se faire avoir en Big Ten justement, ce qui permet à UCLA notamment d'avoir un petit matelas d'avance. Donc voilà, c'est un rappel, hein, une photo déjà des meilleures équipes de la nation. Donc je vous en ai donné 25 plus les deux qui viennent de sortir, ça vous en fait quand même 27. Bon, sur les 300, c'est pas beaucoup. Et là, j'ai envie de faire un tout petit break et ensuite on va commencer à un peu plus s'intéresser à ce qui se passe au sein des conférences principales et après on va se faire un volet un peu plus mid-majors. Je reviens. On va maintenant partir du côté des grosses conférences, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va regarder un peu l'état des lieux actuels. On va comparer aussi avec le RPI, et en fonction de ça, je pourrais vous dire également qui est plutôt en bonne position pour l'instant, quel que soit leur bilan à SEC, quelque part, hein, et qui est plutôt en mauvaise posture, hein, surtout compte tenu des équipes SEC que l'on attend, hein, au plus haut niveau. Donc désolé pour les fans de Mizzou ou de South Carolina, mais les prévisions étaient plutôt justes, hein, jusqu'à présent, c'est-à-dire que ce sont les deux équipes les plus basses, hein, du plateau. Il y a quand même une petite progression, hein, je trouve, pour Mizzou. Là, ils ont 3 victoires, 12 défaites actuellement, mais surtout, il y a une impression, hein, c'est pas que le bilan. Et d'ailleurs, même sans parler enfin, sans parler de l'impression, mais en parlant du bilan, c'est déjà au moins autant que ce qu'ils ont fait la saison dernière, si je me rappelle bien. C'est pour vous dire, hein. Ou mieux, est-ce que la saison dernière, ils avaient fini par... Oui, ils avaient sweepé Texas A&M. Donc là, ils sont en 3-12. L'année dernière, ils finissent en 3-27, quelque chose comme ça. Donc ils ont déjà égalé leur nombre de victoires, quelque part. Et puis pour South Carolina, alors il y a eu des belles promesses, je trouve. Malheureusement, très vite, on a quand même vu les lacunes et les limites. Donc, South Carolina, Missouri sont tout en bas, hein. Maintenant, on va commencer à regarder le classement. On va le regarder dans l'ordre. C'est-à-dire que moi, je les ai déjà éliminés, hein. Pour moi, pour l'instant, en tout cas, ils ne sont pas dans la course ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, puisque j'ai parlé de RPI, on va regarder leur RPI à L2. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est un tableau où il y a 300 équipes, hein. Donc, il faut que je me balade entre chaque équipe. Il n'y a pas de filtre, par exemple par conférence ou autre. Donc, ça va être en direct, ça risque de prendre un peu de temps. South Carolina, ils ont un RPI de 72, hein, c'est-à-dire que c'est le 72e RPI de la nation. Ils sont en 19-19. Je regarde un peu ce qu'ils ont là en termes de bilan. Tac, tac, tac. Surtout dans tout ce qui est non-conférence. Je vois pas grand-chose. Bon, ils sont en 15-9 à la maison. 0-2 lorsqu'ils sont sur un terrain neutre, hein, parce qu'il y a eu les matchs de tournoi notamment. Je vais regarder un peu plus là, je vois un 4-8, ça se fait sur la route, ouais c'est ça, à l'extérieur. Et surtout ce que je veux voir c'est leur progression, c'est-à-dire qu'en termes de RPI ils sont quand même sur une pente ascendante et ça fait sens, parce que forcément à chaque fois qu'il faut rencontrer une SEC, bon bah ça leur permet quand même de grappiller quelques places, quel que soit voilà, le résultat. Et maintenant pour Mizzou, très rapidement, je vais essayer de faire au plus vite, hein. Désolé, hein, c'est du direct, donc j'essaie de meubler en même temps que je cherche. Missouri, ouais voilà, ils sont avec un RPI de 116, donc vous l'avez bien compris, à moins qu'ils remportent le tournoi de SEC fin mai, on ne verra pas normalement Mizzou au tournoi national, sauf si là ils nous font voilà, une deuxième partie de saison exceptionnelle, quasiment sans faute. Donc voilà pour les deux équipes que j'élimine. Maintenant, on recommence dans l'ordre du classement, comme j'ai dit. En première position actuelle, hein, ici, on a Georgia, malgré la défaite de ce week-end. Ils sont à 11 victoires, 4 défaites, donc 30 victoires, 8 défaites au global. C'est clairement très très propre. C'est une équipe qui, pour l'instant, est très clairement, hein, dans ce qu'il faut pour être une équipe haute, puisque même au niveau du RPI, c'est peut-être pas le meilleur RPI de la SEC, mais ils ont quand même un RPI de 20.
C'est-à-dire qu'ils sont en 20e position en termes de RPI au niveau national. Euh, Ça pourrait être entre guillemets à la limite, mais vous avez le meilleur bilan de SEC, vous avez un tel RPI. Si on arrêtait la photo maintenant, il serait très certainement haute. Euh, Normalement, il serait dans les 16, très clairement. On continue avec le deuxième qui est Texas. Comme j'ai dit, Texas fait une grosse saison, même si le dernier week-end s'est un peu moins bien passé. Ils sont en 9 victoires, 5 défaites. Et en termes de RPI, ils ont un meilleur RPI parce que je pense qu'ils ont le deuxième, voilà, ils ont le deuxième RPI de la nation tout simplement. Donc Texas, à date arrêtée, hein, serait un autre très légitime et serait peut-être même numéro un, ou en tout cas ça se battrait avec UCLA pour être numéro un overall. UCLA a quasiment tout pour eux, hein, pour être numéro un overall. Hein. Ils ont le meilleur bilan, ils ont le meilleur RPI. Le seul problème que j'ai moi par rapport à ce que fait le comité, c'est qu'il serait capable, hein, de favoriser la SEC par rapport à la Big Ten, et ça serait la différence, parce qu'en termes de force de calendrier, UCLA n'a rien à envier jusqu'à présent à Texas. Le seul problème qui pourrait leur arriver, c'est s'ils perdent, quand ça perd des séries, leur RPI va s'en ressentir, parce que le deuxième élément de la Big Ten en termes de RPI, c'est South Carolina, enfin USC, pardon, Southern California, qui est en 12e position. Et ensuite, je cherche une autre Big Ten, on a Nebraska en 24e position d'ores et déjà. C'est-à-dire que vous voyez, ça peut être très rapide. Hein. Oregon en 31e position. Et pour finir, on va dire le top 5 en termes de Big Ten pour le RPI, c'est Michigan en 50e position, si je n'ai pas oublié une équipe entre-temps. Donc vous voyez, ça peut être très compliqué pour UCLA à partir du moment où ils perdent des séries. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils sont quasiment en perfect en Big Ten, on le verra tout à l'heure. Mais tout ça pour dire, hein, pour revenir à Texas, que très clairement, ça serait la deuxième équipe du plateau au niveau national. Donc tête de série numéro 2, voire même tête de série numéro 1 en fonction de ce que ferait le comité de sélection. On a ensuite Texas A&M, comme j'ai dit, qui fait une très belle saison, notamment un très beau calendrier SEC pour l'instant. Ils sont en 9 victoires, 5 défaites. Et si on regarde leur RPI, c'est le 13e de la nation, donc ils seraient également, à date arrêtée, potentiellement haute. Donc vous voyez, ça peut aller très vite, hein, pour la SEC. Après, il y aurait des comptes d'apothicaires, parce que malgré les bilans, un peu comme les dernières, bah, si vous avez déjà 10 équipes qui hostent et qu'il y a des tiebreakers à avoir entre une équipe d'une autre conférence et vous, bah, ils vont peut-être favoriser pour le coup une équipe d'une autre conférence pour un peu plus de parité, puisque sinon on mettrait juste que de la SEC et de la ACC en haute, juste en regardant de manière brute, très clairement. Donc ensuite, après Texas A&M, on a Florida qui, comme j'ai dit, hein, vient d'upset, hein, je pense que c'était Georgia justement, 9 victoires, 6 défaites, au global 27-11, c'est quand même plutôt propre. Et en termes de RPI, souvent, je vous le dis, Florida a souvent l'un des plus gros RPI de la nation parce qu'ils ont une des plus grosses forces de calendrier, c'est-à-dire qu'ils se donnent des calendriers très compliqués. Ils sont aussi aidés par le fait que, étant en Floride et ayant des adversaires entre guillemets de rivalité qui sont très haut classés, on peut penser par exemple à Florida State qui est juste derrière eux en termes de RPI. On peut penser à Miami qui devrait pas être très très loin en termes de RPI, hein, même s'ils n'ont pas un super gros RPI. Hein, ils ont le 35e de la nation. Donc tout ça, ça aide malgré tout. Vous gagnez contre vos deux rivaux qui sont aussi dans on va dire, le top 50 de la nation en termes de RPI. Ça vous va. Donc Florida serait à l'heure actuelle, à la date arrêtée, également un potentiel haute. Alabama est actuellement en 8-7, sachant qu'ils viennent de se faire sweeper, hein, à domicile par Arkansas, ce qui montre qu'ils étaient très bien partis. Et en RPI, Alabama, c'est un des plus gros RPI de la nation également. D'ailleurs, c'est le 4e, donc ils sont devant Florida. Ils seraient très certainement hautes également. Vous voyez, si on continue comme ça, on pourrait avoir quasiment 8 à 10 hautes, pas 8 à 10 équipes qualifiées, mais 8 à 10 hautes de SEC et peut-être 11 à 12 équipes qualifiées au tournoi national. Ça peut aller très très vite avec cette conférence. On a un tir groupé d'ailleurs d'équipes en 8-7, hein, parce qu'on a ensuite on a Ole Miss, on a Auburn et on a Arkansas. Et donc maintenant, si on compare ces équipes une à une en termes de RPI, Auburn a le meilleur RPI de ces trois équipes en ayant le 8e RPI. A contrario, je cherche nos amis d'Arkansas. Arkansas, ils sont plus bas que la 20e. Ok, je continue à descendre. Arkansas n'a que le 34e RPI. C'est-à-dire que Arkansas, déjà, à l'heure actuelle, on les élimine de la course à être haute. Par contre, ils seraient très certainement à date arrêtée, hein, dans le tournoi national. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut un peu plus décortiquer comment ça se passe par rapport au comité de sélection, même s'ils ne sont pas tout le temps constants et consistants dans leurs décisions et dans leur façon d'évaluer les choses. Ole Miss a un très bon RPI, hein, parce qu'ils sont le 10e de la nation. Ça voudrait dire que Ole Miss et Auburn seraient potentiellement des équipes hautes.
Et ensuite, on arrive au bilan négatif. On a donc un tir groupé d'équipes en 7-8, hein, Mississippi State, Kentucky, Tennessee, Oklahoma et Vanderbilt. Et très clairement, c'est normalement assez différent entre chaque équipe. Euh, Comme il y en a pas mal, je vais les faire peut-être une par une plutôt que de faire un tir groupé pour le coup. Mais par exemple, si je regarde Mississippi State, je pense qu'ils sont sur, comme j'ai dit, deux sweeps d'affilée et du coup, ils ont le RPI, enfin le 20e RPI de la nation. C'est pas éliminatoire pour être haute, mais je pense pas qu'ils seraient hautes dans une telle configuration puisqu'ils auraient un bilan négatif dans leur conférence. Ils auraient certes un gros RPI qui leur permettrait de postuler, mais je pense qu'à pareil RPI, on prendra une équipe qui aura un meilleur bilan ou même un RPI un peu en dessous et qui vient d'une autre conférence, on prendra une équipe avec un meilleur bilan que Mississippi State pour moi. Ensuite, après Mississippi State, j'ai dit Kentucky, hein, de mémoire. Kentucky est 19e en termes de RPI. Donc je pense que Kentucky serait vraiment dans la discussion, mais à la limite, et serait potentiellement pas pris parmi les équipes hautes. Par contre, serait forcément pris pour le tournoi national. Et ensuite, si on remonte encore un peu, on a Oklahoma. Oklahoma, ils ont le 17e RPI de la nation. Alors, ils seraient très clairement dans la discussion pour le coup. Euh, et je serais tenté de dire hein, qu'ils seraient potentiellement pris, en fait. Parce que je regarde ensuite les équipes qui suivent. Et j'imagine qu'une équipe comme Missouri State, à moins vraiment qu'en CUSA, Missouri State, ce serait quelque chose à vérifier, caracole en tête. Il pourrait se faire damer le pion par Oklahoma qui n'a que deux positions, deux positions de moins que Missouri State en termes de RPI. Donc Oklahoma pour moi serait très certainement haute. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'équipes hautes. Et après Vanderbilt pour le coup je pense pas, ils ont un RPI qui est beaucoup plus bas de mémoire. Et Tennessee c'est pareil. Les deux facs de Tennessee d'ailleurs, enfin du Tennessee. Tennessee c'est le 29e RPI de la nation. Et Vanderbilt je les vois toujours pas. Où êtes-vous les amis? Je commence à aller très loin et je les vois pas, sauf si je les ai loupés. Peut-être je les ai loupés, je vais essayer de remonter un peu. Parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Oh non, je les ai pas loupés. Vanderbilt, à l'heure où on parle, ils n'ont que le 94e RPI de la nation. C'est-à-dire que leur calendrier hors conférence et surtout leurs résultats hors conférence ne doit pas être bon du tout. Et je pense que ça fait sens parce que je vois que leur bilan au global est en 22-16. 22-16, vous enlevez 7, ça fait 15. Vous enlevez 8, ça fait 8. Donc ça fait 15-8 hors conférence. Et il faut voir contre qui les victoires se sont faites ensuite. Dans quel cadran se trouvent les équipes contre qui ils ont gagné et dans quel cadran se trouvent les équipes contre qui ils ont perdu. Mais 22-16, un RPI de 94, malgré un 7-8, est-ce que Vanderbilt ne serait pas éliminé pour le coup? Moi je pense que Vanderbilt pour le coup serait éliminé et du coup il nous reste LSU. LSU est en dessous de ce tir groupé, donc ils sont dans la partie basse hein, du classement, ils sont en 6-9, mais vous voyez, ils ne sont qu'à un match hein, au final de ce tir groupé. Et après, LSU, en termes de RPI, il faut voir où ils sont placés. LSU aussi, je pense qu'ils seraient à l'heure actuelle non pris. Pourquoi? Parce qu'ils ont un RPI, la position en termes de RPI, c'est 65e position. C'est-à-dire qu'ils sont derrière des équipes comme Purdue, Troy, Campbell, ouais, on va arrêter de faire des faux accents, Campbell, etc. etc. Euh, Ils sont à 23-15, donc là aussi, c'est pas bon. 23 moins 6, ça fait 17. Et 15 moins 9, ça fait 6, ça fait 17-6 hors conférence. Et du coup, il faudrait voir encore une fois les cadrans. Je pense qu'ils devraient avoir quand même un meilleur cadran enfin un meilleur ratio de cadrans entre guillemets. C'est-à-dire les cadrans, c'est les zones de force dans lesquelles chaque équipe qu'ils ont affrontée se trouve. Par exemple, cadran 1, on a souvent des équipes qui sont très bien placées, notamment en termes de RPI et de force de calendrier. Cadran 2, ça va être ceux qui sont... Donc cadran 1, ça peut être de 1 à 25 par exemple, si on fait grosso modo. Cadran 2, c'est de 26 à 50. Cadran 3, c'est de 51 je pense que c'est un peu plus que juste 100, enfin c'est quasiment à position 100 ou 150, je sais plus. Et après, cadran 4, c'est le reste. Donc, si on regarde ça, et en fonction de ça, LSU, pour moi, serait à l'heure actuelle non pris, en fait. Ou alors, il serait à la limite, il serait dans ce qu'on appelle les last four in ou les first four out. C'est-à-dire dans les derniers sélectionnés.
les 4 derniers sélectionnés ou dans les 4 premiers non sélectionnés, si ça fait sens. Il serait entre guillemets dans ce qu'on appelle la fameuse bubble, bulle. Pour ceux qui suivent le basketball universitaire, bah, vous comprenez un peu le système, c'est le même système en fait, tout simplement. Donc voilà pour la SEC. Très clairement, les équipes en danger à l'heure actuelle, pour moi, c'est Vanderbilt, LSU, hein, dans ces équipes qui peuvent bien sûr prétendre à aller au tournoi national. Les équipes hautes, on en a fait un tir groupé, hein, ça serait Georgia, Texas, Texas A&M, Florida, Alabama, euh, Ole Miss et Auburn. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça serait donc un peu moins que ce qu'on a vu les saisons précédentes, enfin une de moins que la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça reste quand même sur 16 positions, enfin 16 équipes, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait que la SEC est peut-être un peu en dessous de ce qu'on a vu la saison dernière, par exemple. Ils auraient un peu moins d'équipes prises, mais ça serait quand même encore une fois une dizaine d'équipes. Et un peu moins d'équipes hautes, mais ça serait encore une fois 7 sur 16, ce qui est quand même assez impressionnant. Voilà pour la SEC. On va passer à la ACC maintenant. Alors, du côté de la ACC maintenant. Donc comme je l'ai dit, il y a une équipe qui caracole en tête, hein. Pour l'instant, c'est du presque parfait. Ils ont quasiment sweepé toute leur série, si j'ai pas de bêtises. C'est Georgia Tech, bien sûr. Georgia Tech, là, ils ont joué plus de la moitié de leur calendrier ACC d'ores et déjà, parce qu'ils ont joué 18 matchs. Ils ont 15 victoires, 3 défaites. Donc c'est-à-dire que il y a eu quoi? Il y a eu 1, 2, 3, d'avoir 3 séries. C'est ça, hein, d'avoir 3 séries où ils n'ont pas réussi à sweep et 3 séries où ils ont sweepé leur adversaire. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre si ce n'est que, en tout cas, même si peut-être ce n'est pas la meilleure équipe, c'est l'équipe la plus... déjà c'est l'une des plus fortes de la nation, hein, juste en termes de bilan, mais surtout l'équipe la plus... comment je peux dire ça? Spectaculaire, intéressante à voir jouer en fait. C'est-à-dire que cette saison, après on reparlera certainement de certains de leurs joueurs, parce qu'ils ont à la fois des joueurs entre guillemets qui, entre guillemets, attention, déçoivent un peu par rapport à ce qu'on attendait, et des joueurs qui au contraire se révèlent, hein, au meilleur des moments pour eux. Mais en fait, au global, si je dis pas de bêtises, c'est la meilleure offense du pays. C'est juste la meilleure offense du pays, c'est un feu d'artifice à chaque fois. Il y a eu 2-3, comment je peux dire ça, 2-3 petits soubresauts, mais vraiment rien d'incroyable. D'ailleurs, la preuve, hein, ils sont en 31 victoires, 5 défaites seulement. C'est clairement une équipe qui marche un peu sur sa conférence à l'heure actuelle. Et qui, en termes de RPI, si je ne dis pas de bêtises, est du coup l'un des meilleurs RPI de la nation, peut-être le deuxième. Bah non, le deuxième c'est Texas. Donc le troisième, voilà, le troisième, c'est bien ça. Ils sont troisième au niveau du RPI, ils font partie de la ACC qui est encore à l'heure actuelle la deuxième meilleure conférence du pays. Donc vous voyez, si je me mets à la place du comité de sélection et leur façon de faire les choses sur les années précédentes, on pourrait même avoir presque un Texas en numéro 1, un Georgia Tech en numéro 2, un UCLA en numéro 3. Ou alors un UCLA en 1, un Georgia Tech en 2, un Texas en 3. Vraiment, ça peut être très serré. Par exemple, il pourrait regarder puisqu'il n'y a qu'une seule position de RPI entre Texas et Georgia Tech, il pourrait regarder le bilan global. Le bilan global de Georgia Tech, déjà dans sa conférence, est largement supérieur à celui de Texas. Enfin, largement, c'est un grand mot, mais supérieur. Après, ils ont fait plus de matchs. Et après, le bilan global aussi s'en ressent, parce que Texas est en 28-7, Georgia Tech est en 31-5. Donc ça reste très serré, mais ça pourrait être un peu le tiebreaker. À date arrêtée, ça pourrait être un tiebreaker, et ça pourrait faire en sorte que Georgia Tech ne soit pas tête de série numéro 3, mais peut-être tête de série numéro 2, par exemple. En tout cas, elle serait normalement, forcément, parmi les équipes hautes. L'équipe qui suit, c'est North Carolina. Je pense que pareil, North Carolina, c'est quoi? 13 victoires, 5 défaites. Alors, ils ont eu un tout début de calendrier un tout petit peu compliqué, entre guillemets. Quand j'ai compliqué, c'est en termes de résultats. Ils se sont fait avoir par Virginia lors de la première série de ACC. Mais depuis, ils n'ont plus perdu, si je ne dis pas de bêtises, en termes de série. Mais par contre, ils ne sont pas loin actuellement. Je disais que Georgia Tech a mis une pilule, mais en fait, c'est pas vrai, parce que je ne me rendais pas compte. Mais North Carolina est en 13-5, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 matchs entre les deux. Donc, North Carolina est là. North Carolina sera haute si on s'arrête à date par rapport à leur bilan, et même ils ont le 9e RPI du pays. Donc très clairement ils sont hautes, ils sont même peut-être hautes dans le top 5. Ça pourrait se jouer. Alors c'est intéressant ça.
Ça pourrait se jouer avec Florida State. Entre Florida State et North Carolina, il y a Boston College, donc je vais d'abord faire Boston College pour rester dans l'ordre, mais ensuite on va reparler du cas Florida State, et surtout par rapport à North Carolina. Boston College, c'est clairement la belle surprise de cette moitié de calendrier ACC, puisqu'ils sont actuellement en 11-7. Je me rappelle même les avoir vus prendre le premier match dans leur série à l'extérieur à North Carolina. Bon, ils ont fini par perdre la série 2-1, mais ils sont très dangereux. Encore une fois, c'est un baseball qui est très ennuyant pour les adversaires, on va dire, mais qui est tellement efficace. C'est vraiment très très bien fait de la part de leur coach, et en plus il est connu pour ça, hein. Limite, ils préfèrent ne pas avoir un effectif de trop haute qualité, entre guillemets, hein, avec tout le respect pour l'effectif actuel, hein. Ils ont quand même de très bons joueurs, mais peut-être pas des joueurs au niveau prospect, comme on peut attendre dans d'autres facs, et il arrive à faire le taf. Donc Boston College, si on regarde leur RPI, ils doivent pas avoir un si mauvais RPI que ça, même s'ils n'avaient pas une grosse force de calendrier, donc je regarde. Ils sont quand même assez bas. Ils ont le 28e RPI du pays. Ils sont en 28-12 au global. 28-12. 28 moins 11, ça fait... Je sais plus compter, aidez-moi. 28 moins 11, ça fait 17. Et puis, ils ont quoi? Ils ont 7 défaites, donc 12 moins 7, c'est 5. Donc 17-5 en hors conférence. Maintenant, il faudrait voir les cadrans. Et je pense que les cadrans ne sont pas si ouf que ça, sinon ils seraient plus hauts en termes de RPI. Quand vous avez le deuxième ou troisième bilan de votre conférence et que la conférence est la ACC, si on se basait que sur le calendrier purement en conférence, ils auraient un RPI qui s'en ressentirait également de manière positive. Donc actuellement, Boston College, malgré leur grosse saison en conférence, ne serait pas une équipe haute pour moi. Il y a d'autres candidats en ACC qui sont peut-être moins bons en termes de bilan ACC, mais qui ont des meilleurs RPI et qui seraient, vu qu'ils sont en positif par exemple, de meilleurs candidats pour être hautes dans la ACC. Donc Boston College, on les a fait rapidement, mais maintenant voilà. Florida State, c'est le 4e bilan de leur ligue actuellement. Ils sont en 9 victoires, 6 défaites. Et il faut savoir, c'est qu'ils viennent de se faire sweeper, c'est-à-dire qu'avant ça, ils étaient quand même en 9-3. Ils ont perdu Miles Bailey, comme je l'ai dit, donc c'est un gros coup dur et ça peut être une de ses conséquences, hein, ce fameux sweep, hein, même si beaucoup d'équipes se font sweep ou se sont fait sweep par Georgia Tech. Mais en termes de RPI, donc je reprends ma respiration, j'essaie de parler un tout petit peu moins vite que ma diction habituelle, mais en termes de RPI, ils ont le 6e RPI de la nation. Tout à l'heure, je l'avais dit par rapport à Florida, ils n'étaient qu'une position derrière. Ça veut dire qu'ils ont un meilleur RPI que North Carolina. Maintenant, North Carolina a un meilleur bilan, que ce soit en ACC ou que ce soit au global. Et la force de calendrier n'est pas non plus... Il n'y a pas une grosse différence. Florida, par exemple, gagne quelques places, par exemple, du fait qu'ils affrontent des équipes comme Florida State, pardon. Florida State affronte des équipes comme Florida. Mais North Carolina, il ne faut pas oublier que même en hors conférence, ils ont eu Coastal Carolina, qui a quand même le 11e RPI de la nation. Après, bon, le problème peut-être, c'est des équipes plus comme East Carolina, qui ne sont pour l'instant pas, depuis 2-3 saisons, hein, malheureusement, ne sont plus au niveau escompté. Et East Carolina n'a pas un si mauvais RPI que ça, mais c'est le 39e de la nation. Donc vous voyez, à RPI proche, hein, Florida State, par exemple, se tape à un Florida qui a le 5e. Quand on a en hors conférence North Carolina qui se tape le 39 avec East Carolina, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, et c'est là où ça devient un peu compliqué, sont à prendre en compte quand ils déterminent les positions des hôtes. Parce que pour le coup, il n'y a aucun doute. Florida State à date et North Carolina à date sont hautes pour le comité de sélection, très clairement. Ils sont même certainement hautes, potentiellement dans le top 8. Mais maintenant, certains mettraient peut-être North Carolina par exemple en tête de série numéro 5 et Florida State en tête de série numéro 6. Quand d'autres mettraient Florida State en tête de série plus élevée que North Carolina, basée notamment sur la RPI. Donc vous voyez, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ça serait 2 équipes du top 16 hein, de la nation. Après nos amis, on a donc UVA qui fait une très belle saison de rebond, comme je l'ai dit. Hein, ils sont en 18 actuellement. Bon, ils ont quand même perdu de 3 petites séries de ci et de là, mais ils arrivent très bien à s'en sortir. Et je rappelle qu'ils avaient gagné cette fameuse série à North Carolina pour commencer le calendrier ACC. Et ils étaient à 2 doigts en plus de sweep à North Carolina. Donc c'est quand même à noter. Là, en termes de RPI, Virginia, l'équipe de Charlottesville, vous êtes où les amis? Là, ils ont voilà, là c'est aussi très intéressant. Ils ont le 16e RPI de la nation, actuellement. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe comme Oklahoma qui est juste une position derrière,
pourrait être haute par rapport à une équipe comme Missouri State. Et là, actuellement, Virginia est potentiellement en termes de RPI, dans ses positions, dans ce range, par exemple, 14, 15, 16 pour être haute. Donc moi, j'imaginerais, à l'heure actuelle, à date, que Virginia serait une équipe haute, ce qui nous ferait en équipe haute, en ACC, on aurait Florida State, on aurait North Carolina, et pour l'instant, on aurait Virginia. On va voir s'il y a une autre équipe qui pourrait potentiellement s'inclure là-dedans, mais je suis pas sûr. Après ça, on a deux équipes en 8 et 7. 8 victoires, 7 défaites, c'est Miami et NC State. NC State, de toute façon, on les connaît. L'équipe de c'est Elliott Advent de mémoire. Ils sont toujours compliqués à jouer. Chaque saison, ils sont compliqués à jouer. Quand vous voulez jouer dans votre calendrier de conférence, c'est du poison. Alors, ils n'auront peut-être pas tout le temps le meilleur bilan de la ligue. La preuve en est, là, ils ont un bilan un peu plus qu'à l'équilibre, à peine au-dessus des 50%. Mais ils seront toujours très difficiles à manœuvrer. Je vais voir leur RPI, mais d'abord, je vais parler de Miami. Miami, on a eu des alertes. C'est-à-dire que le début de saison a été un peu loupé. Il y a eu des alertes, surtout le début de calendrier ACC, j'entends. Mais ils ont l'air d'être en train de redresser la barre un peu comme la saison dernière. Et tout à l'heure, j'ai trouvé leur RP, il n'était pas si ouf que ça, donc eux, ils ne seraient pas hautes. Très clairement, Miami, c'est le 35e de la nation à l'heure actuelle. Et maintenant, si je reviens chez nos amis de NC State, nos amis de Raleigh, alors, je les cherche. Ils n'ont pas l'air d'avoir un très bon RPI pour être haute. C'est là-dessus que je regarde surtout. NC State, vous êtes où? Ils sont derrière Miami, normalement. Je continue à descendre. NC State, ils ont le 53e RPI de la nation. Donc je pense qu'ils sont quand même safe pour être pris en at large. Mais ils sont pas si loin d'être dans la bulle, dans cette fameuse bubble. Donc très clairement, Miami et NC State n'ont pas à date le CV pour être des équipes hautes. Mais ils devraient pouvoir être dans les 64. Après ça, on a Wake Forest qui est pile à l'équilibre en 9-9. Wake Forest c'est intéressant parce qu'ils ont peut-être un peu moins de stars que les dernières moutures de Wake Forest, mais ils ont une équipe qui ressemble à l'équipe, je pense, de 2022. C'était une équipe qui était en train de se façonner derrière des Rhett Lauder et compagnie pour devenir l'équipe qui a été vraiment dominante en 2023. Est-ce qu'on a le même schéma ou pas? On ne sait jamais en baseball, mais ça ressemble. J'ai juste que ça ressemble un peu à cette dynamique-là. Déjà, l'équipe est très soudée. Ils ont quelques joueurs, Kay Lewis notamment, qui sont un peu entre guillemets stars, ou en tout cas pas loin du label star au niveau universitaire. Mais c'est clairement plus un groupe de joueurs que des individualités fortes qui portent l'équipe. Donc c'est très intéressant pour eux. Leur RPI n'est pas dégueu. Wake Forest c'est 27e position en termes de RPI dans la nation, donc ça les mettrait trop bas pour être une équipe haute. Et donc du coup je pense qu'on va s'arrêter aux 3 que j'ai cités pour la ACC, c'est-à-dire pour moi il y a Georgia Tech, il y a North Carolina et il y a Florida State. J'ai dit quoi pour Virginia? Vous allez me le rappeler. Personne n'est là pour me répondre. Virginia, non, c'était trop bas en termes de RPI pour être considéré, si je dis pas de bêtises. Non, Virginia c'était 16e actuellement, donc Virginia est dedans, pardon. Je m'excuse, je me reprends. Donc ça nous ferait Georgia Tech, North Carolina, Florida State et Virginia. Ça nous ferait 4 équipes hautes en ACC. On va quand même finir le classement, dans le reste on n'a pas d'équipe haute, mais on va voir s'il y a des équipes qui pourraient être potentiellement à date éligibles pour le tournoi national. On a Duke qui mine de rien, alors on leur promettait le feu, très clairement, après l'exode, notamment Chris Pollard et pas mal de joueurs dont AJ Gracia pour ne citer que lui ou Kel Johnson. Ils repartent avec, je pense c'est Corey Muscara de mémoire, qui est leur nouveau head coach. Ils sont un groupe changé pour la plupart. Mais ils tiennent pour l'instant, ils sont pas loin des 50%. Ils se battent. Je pense qu'ils avaient gagné il n'y a pas si longtemps que ça à Notre-Dame ou un truc comme ça. Une série. Je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'ils ont gagné 2-3 séries très intéressantes. Et si je regarde leur RPI à Duke, on va essayer d'être un peu plus rapide par contre. Non, parce qu'on ne puisse pas faire de recherche. Attendez. Alors, j'espère que vous n'allez pas entendre mon... Ouais, non, ils sont trop bas. Ils ont le 99e RPI de la nation. Ils ne seraient pas dans le tournoi national. Après Duke, donc là on a clairement les bilans qui sont pour l'instant un peu bas au niveau de la ACC. En tout cas, on a un tir groupé de 3 équipes en 6 victoires, 9 défaites. Pitt, Louisville et Stanford.
Alors, je vais les chercher rapidement, comme ça je vais vous dire très clairement si à l'heure actuelle ils pourraient. Alors, Pitt, ils sont 77e, donc non. Ça, ils sont en dehors de toute considération pour l'instant, en tout cas à date pour le tournoi national, pour moi. J'ai dit Louisville. Louisville, ils sont plus bas. Ah ouais, Louisville, c'est encore plus mort dans le sens où ils ont le 104e pardon, RP de la nation. Donc là, ils sont hors catégorie. Et Stanford, j'ai bien aimé. Alors, ils ont eu encore une fois des difficultés. Et puis, encore une fois, pour Stanford et Cal, il y a toujours cette problématique de logistique. C'est-à-dire que pour les autres équipes ACC, ils ont au pire des cas 1 à 2 déplacements du côté de la côte ouest. Donc pour Stanford, pour aller à Stanford ou pour aller à Cal. Et je pense que les calendriers sont faits de telle manière à ce qu'ils puissent ne pas enchaîner deux déplacements. Enfin voilà. Maintenant, pour Stanford et Cal, c'est le sens contraire. Dans le sens où, à part Cal pour Stanford ou à part Stanford pour Cal, bah, ils sont forcément dans l'obligation de se déplacer sur la côte est. Donc il faut bien prendre ça en compte aussi quand on regarde un peu tout ce qu'ils font. Stanford, alors, que ce soit le RPI, c'est le 131e de la nation, mais que ce soit même le bilan au global, ils sont en 16-17 au global, c'est-à-dire que ils sont en 6-9 en ACC, mais ils sont aussi en négatif ou à peine à l'équilibre en hors conférence. Sachant qu'ils n'ont pas une grosse force de calendrier. Donc ils seraient complètement hors coup, en tout cas ils le sont, hein, très clairement. Et ensuite, on a des équipes, on a 2 équipes en 7-11 sur lesquelles j'ai envie de m'attarder, c'est Notre-Dame et Virginia Tech, parce que mine de rien, Notre-Dame a quand même montré de très belles choses, même si c'est un peu plus compliqué. Là, ils ont le 75e RPI de la nation, donc ils ne seraient pas éligibles du tout. Et Virginia Tech, alors, j'essaie de les retrouver. Virginia Tech. La recherche ne passe pas, comme par hasard. Peut-être c'est Vitech. Et peut-être qu'ils ont, en fait, comment on dit ça? Ils ont abrégé en Vitech. Donc je les cherche, hein. Please bear with me. Je suis en train de les chercher, mais je pense que même eux... Enfin, je pense qu'ils ont un meilleur quand même, ouais. Virginia Tech, actuellement, ils ont le 43e RPI de la nation. Maintenant, le problème pour eux, ils sont aussi en négatif au global, pas juste au niveau de la ACC. Donc je pense pas qu'ils seraient pris. Mais par contre, ils ont un très très bon RPI. Donc c'est-à-dire que des équipes qui sont dans cette sphère-là, mais qui ont un bilan positif, seraient potentiellement pris en at-large. Ça serait pas le cas pour moi pour Virginia Tech pour les choses que j'ai dit, c'est-à-dire le bilan négatif au global, au-delà du bilan négatif en ACC. Et ensuite, on a Clemson en 5-10, et pour finir la marche California en 4-11. Clemson, alors c'est dommage, hein, Clemson a très très mal commencé leur saison, mais Clemson, eux pour le coup, ils seraient pour moi à minima dans la bulle. Alors pourquoi? En termes de bilan au global, c'est 24-14. Et ils avaient une très bonne force de calendrier, notamment ils ont fait des tournois de début de saison où ils ont affronté du lourd. C'est ce qui leur permet, je pense, d'être toujours assez haut parce qu'ils ont le 37e RPI de la nation. Ce qui leur donne quand même une certaine éligibilité et crédibilité malgré un bilan négatif en ACC. Je pense malgré tout que il faudra que même s'ils finissent avec un bilan négatif, ils ne soient pas trop loin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un bilan genre 1 tiers, 2 tiers, comme là c'est le cas actuellement. Il faudrait que ce soit un bilan quand même un peu plus proche des 50%, pour être clairement hors d'état de nuire. Enfin, hors d'état de nuire, c'est pas le mot, enfin c'est pas l'expression que je voulais utiliser du tout, hein. Là j'ai pris une expression au hasard. Parce que je voulais dire qu'il soit hors de danger, entre guillemets, par rapport à la sélection du comité, tout simplement. Mais là, très clairement, Clemson, pour moi, serait dans le tournoi. Il serait pris dans le tournoi à l'heure actuelle. Voilou. On peut finir avec Cal, très rapidement, mais Cal, je pense qu'on peut le dire, hein, ils n'ont pas un bilan... ils n'ont pas un bilan. Alors, comme par hasard, ils ont dû écrire California. Please, aidez-moi. Ouais, ils sont là. California. Ils ont le 70e RPI de la nation. C'est pas si dégueu que ça quand on voit leur bilan. Mais le problème, leur bilan est trop faible, hein. C'est 50% en global, hein. 18-17, donc à peine plus que 50% au global. Et comme j'ai dit, c'est 4 victoires, 11 défaites en ACC. Donc à date, ils ne sont pas éligibles pour le tournoi national. Voilou. On va passer à la Big 12 maintenant. En Big 12, on en a parlé dans le top 25, on a Kansas qui est entré dans le top 25 puisqu'ils ont intégré, ils sont devenus l'équipe de tête, hein,
à l'heure actuelle de la Big 12, 12 victoires, 3 défaites. Ils venaient justement de battre ces UCF de mémoire. Ils sont en très très grosse forme, surtout en conférence. Très clairement une équipe qui est intéressante à voir jouer. D'ailleurs, on a parlé de notre ami français. Mais en termes de RPI, ils ont aussi un très bon RPI, si je dis pas de bêtises. Je vais les retrouver. Alors, nos amis de Kansas, ils ont actuellement le 23e RPI de la nation. Alors, est-ce qu'il y a une Big 12 avec un meilleur RPI qui pourrait, pourquoi pas, avoir une meilleure chance de pouvoir... Ouais, c'est bien le cas. Donc on finit avec Kansas. Kansas, très belle saison jusqu'à présent, 23e RPI de la nation. Malheureusement, je pense que c'est un peu juste pour être haute. Et du coup, je vous le dis à l'avance, je ne vois une seule équipe qui est potentiellement éligible pour être haute, alors que quelqu'un vient de faire un gros coup de klaxon qui a réveillé tout le quartier. Pour moi, l'équipe, c'est West Virginia. West Virginia, très grosse saison encore une fois. Je pensais qu'ils étaient d'ailleurs toujours premiers, mais je viens de voir, ils ne le sont plus. Ils sont en 10 victoires, 5 défaites en Big 12. Au global, ils sont à 25 victoires, 8 défaites. Et ils ont surtout le 18e RPI de la nation. Ce qui veut dire que le comité de sélection pourrait reach justement pour une équipe comme West Virginia. Encore une fois, au détriment peut-être d'une équipe qui est plus des mid-majors. On a parlé tout à l'heure de Missouri State. Il faudrait voir un peu plus leur bilan au global. Mais par exemple, ils pourraient favoriser West Virginia pour avoir le 16e spot. Et du coup, ça ferait avancer un peu toutes les autres équipes dont j'avais parlé pour cette position-là. Des équipes comme Virginia et Oklahoma pourraient être par exemple 15e et 14e, par exemple. Et une équipe justement comme Southern Miss, qui est actuellement le 14e RP de la nation, mais qui est un tout petit peu plus en difficulté que prévu en Sunbelt, pourrait en payer les frais et donc laisserait sa place du top 16 à une équipe comme West Virginia, par exemple, par ricochet. Donc pour moi, West Virginia, c'est la seule équipe potentiellement haute à l'heure actuelle quand on parle de Big 12. Maintenant, c'est pas la seule équipe qui serait qualifiée, puisque Kansas le serait, donc West Virginia le serait. Et ensuite, on va continuer dans le classement. On a UCF. UCF, comme je l'ai dit, ils sont sur une streak intéressante, même s'ils viennent de perdre ce week-end. UCF, c'est actuellement le 38e RPI de la nation, donc ils seraient qualifiés. Ils ont peut-être un RPI qui n'est pas si haut que ça, mais ils ont clairement beaucoup de choses en leur faveur par rapport à une candidature, entre guillemets, pour le tournoi national. Arizona State arrive en 4e position, en 9 victoires, 6 défaites. Alors, Arizona State, c'est intéressant, parce qu'on a vu quand même pas mal de frustration pour l'équipe à travers certains match-ups, ou certains matchs, ou certaines séries. Malgré tout, ça reste un bilan intéressant. Ils sont en 26-12 au global. Ils sont également dans le top 25. Et leur RPI est quand même plutôt bon, si je dis pas de bêtises. Je les avais vus tout à l'heure. Alors, nos amis d'Arizona State, vous êtes où les amis? Je vous retrouve plus. Ah, ils sont là. Ils ont le 47e RPI de la nation. Donc, ils seraient également pour moi dans la discussion. Et normalement, ils devraient, surtout qu'ils ont un bilan positif aussi dans leur conférence et un bilan positif hors conférence, une force médian, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une grosse force de calendrier, mais ce n'est pas non plus une faiblesse. Ils ont quand même affronté de très bonnes équipes également. Donc ils devraient être pour moi dans ce tournoi national. Mais après, ça va vite se réduire pour la Big 12, puisque après eux, on a actuellement TCU, Baylor et BYU en 8-7. TCU, en général, ils ont un très bon RPI, et là ils ont le 49e RPI de la nation, donc c'est plutôt juste. Là on arrive vraiment dans les positions où on est soit pris, soit dans la bulle. TCU pourrait pour moi être quand même pris, puisqu'ils sont en 22-14 au global. Surtout ils ont une grosse force de calendrier grâce au tournoi de début de saison. Ils avaient notamment battu Arkansas. Donc tout ça fait que dans leur CV pour l'instant à l'année, ils devraient normalement s'en sortir. Mais attention, si on descend, on a parlé de Baylor et BYU. Déjà, un petit mot sur ces deux équipes, ce sont des belles surprises jusqu'à présent, parce que ce sont des poils à gratter de la conférence, on ne les attendait peut-être pas à pareille fête. Donc très intéressant. On a vu des performances individuelles exceptionnelles de Baylor, on se rappelle du joueur qui avait frappé, c'était 3 home runs dans le même match 3 ou 4, je sais plus.
Bref, on en avait parlé pendant longtemps, mais moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc voilà. Et BYU, c'est encore plus impressionnant. Après, ils ont quand même pas mal d'expérience, donc c'est intéressant. Le seul problème pour ces deux équipes, c'est le bilan au global. C'est-à-dire que BYU, c'est 19-16 et Baylor, c'est 21-15 avec des petites forces de calendrier. Donc je suis sûr que leur RPI n'est pas oufissime. Baylor, Baylor, Baylor. Baylor, où êtes-vous, mes amis? Je ne les vois toujours pas. Alors, soit je les ai loupés, soit ils ont vraiment un très mauvais RPI. Là, je commence à aller vraiment dans les profondeurs, donc j'ai peur. Sauf si je les ai loupés. On va essayer de taper la recherche, mais la recherche n'est pas si efficace que ça. Oh, pas du tout. Voilà, la preuve que c'était pas efficace. Baylor actuellement a le 33e RPI de la nation. Donc là, c'est un cas très intéressant. Ils n'ont pas un très très bon bilan au global. 21-15 pour une équipe, on va dire, entre guillemets, du top. Pour être at large, c'est pas un énorme bilan. Mais c'est pas un mauvais bilan non plus. Ils sont dans la 3e meilleure conférence du pays. Donc c'est à noter. Et ils sont positifs dans cette conférence. Avec ça, ils ont le 33e RPI du pays. Ça fait un peu répétitif, bizarre. Mais voilà. Donc pour moi, Baylor est actuellement dans les 64. Et très clairement, hein, ils ont limite plus de chances d'être dans les 64 que TCU à l'heure actuelle. Juste sur la fiche que je vois. Leur seule différence par rapport à TCU, c'est leur bilan global, c'est-à-dire leur nombre de victoires-défaites au global. Maintenant, BYU. B-Y-N-U. BYU. Pourquoi je les vois pas? Ah, voilà. Alors, même BYU, attention, je les ai quand même sous-estimés. Parce que je pensais pas qu'ils avaient un tel RPI. Mais BYU, actuellement, c'est le 40e RPI du pays. Ils sont en positif au final. Ils sont en 19-16. C'est très serré, mais ils sont en 19-16. Ils ont également un bilan positif pour l'instant en Big 12. Donc pour moi, BYU a un meilleur, comment je peux dire ça, un meilleur CV que TCU encore une fois. Donc si je prends TCU, c'est-à-dire que BYU et Baylor à l'heure actuelle sont dans ce tournoi. Et je pense que malheureusement, par ricochet, ça élimine ou ça ferme la porte à d'autres équipes qui ont pourtant des très bons RPI. Je pense notamment à Cincinnati, mais je ne pense pas que j'arrive encore à Cincinnati. Après BYU, on a donc Kansas State et Oklahoma State en 7-8. Les deux équipes sont pas très loin en termes de RPI. C'est-à-dire que Oklahoma State, ils ont le 42e RPI du pays. Le problème qui va se poser, c'est que du coup, avec toutes les équipes qui ont un meilleur RPI en Big 12 et qui en plus ont un meilleur bilan en Big 12, bah, ça risque de ne pas faire les affaires de Oklahoma State malgré leur RPI de 42, qui est par exemple un meilleur RPI que celui de TCU. Donc vous voyez, c'est comme ça, c'est pour ça que ça devient très compliqué, puisque certains membres du comité pourraient favoriser Oklahoma State en se disant RPI, c'est la première métrique, c'est ce qui compte le plus, et clairement en termes de RPI, ils sont devant TCU. Donc TCU, voilà, serait par exemple peut-être sélectionné malgré tout, ou peut-être dans la bulle. Dans le sens contraire, d'autres pourraient rétorquer, mais Oklahoma State est en négatif actuellement, hein, mais ils sont quasiment à 50%, hein, mais ils sont en négatif actuellement en Big 12. TCU, qui n'est que quelques positions en dessous en termes de RPI, est en positif, donc je favorise TCU. C'est là où ça devient compliqué. On a dit Oklahoma State et Kansas State. Je suis sûr qu'ils ne sont pas si bons que ça. Voilà, Kansas State a le 55e RPI du pays. Ils ont un bilan positif, 23-14. Ils sont dans la 3e conférence du pays. Leur seul problème, c'est qu'ils sont en dessous, mais à peine des 50% de victoire. Et leur RPI est quand même plus bas, parce que là, on est dans les cinquantaines. Là, c'est là où ça devient compliqué de vraiment avoir un résumé ou un CV qui vous permet d'intégrer les 64. Parce qu'il ne faut pas oublier que on va quand même avoir d'autres équipes dans d'autres conférences, dans les mid-majors. Très clairement, faut se rappeler que on a 30 ou 31 équipes qui sont qualifiées automatiquement, hein, les vainqueurs de chaque conférence. Et ensuite, il n'y a que 32 ou 33 plans, entre 32 et 34 places pour le reste. Sur les 300 facs récentes, on va dire, entre guillemets, pour caricaturer. Donc, ça veut dire que quand je dis ils sont dans les 64, il faut toujours penser ils sont dans les 32 ou 33 qui sont pris en at large. Là, pour nous, on ne réfléchit pas en termes de qui va gagner la conférence. Donc, à l'heure actuelle, moi, Kansas State, je pense pas. Si on regarde que de l'at large, je ne pense pas que Kansas State ait pris. À l'heure actuelle. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il les prendrait malgré tout, mais moi, je pars du principe qu'il ne serait pas pris.
Et donc vient un cas qui est encore plus épineux, c'est Cincinnati. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que Cincinnati est en 6-9 actuellement en Big 12, c'est-à-dire un moins bon bilan par exemple que Kansas State. Mais Cincinnati, actuellement, alors je les avais vus tout à l'heure, Big 12, Big 12, Big 12. Cincinnati, voilà. Cincinnati, c'est le 25e RPI du pays. Et leur bilan au global, c'est 25 victoires, 14 défaites. C'est-à-dire qu'en hors conférence, ils sont très bons. Et vu que leur RPI n'est pas bas, c'est-à-dire qu'ils gagnent contre qui ils doivent gagner. Et après, peut-être que les matchs qu'ils perdent hors conférence sont des équipes qui ont des très gros RPI, c'est-à-dire des équipes de forte conférence ou de fort pédigré. Donc maintenant, moi j'ai l'impression, si on suit un peu les logiques de la dernière saison, c'est qu'une équipe comme Cincinnati qui a un moins bon bilan que Kansas State serait dans le tournoi national, donc pris parmi les fameuses 32, 33 ou 34 équipes qui ne sont pas championnes de leur conférence, malgré un bilan en deçà. Et c'est la beauté du sport. Enfin, la beauté, je sais pas, hein. À chacun d'en juger. On sait que voilà, cet aspect comité de sélection a toujours amené des débats, forcément. Et là, c'est une des preuves. Les équipes qui accompagnent Cincinnati en termes de bilan Big 12, ce sont Texas Tech et je pense que c'est Utah. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, on va pouvoir aller assez vite sur elle, puisque Texas Tech, certes, ils sont à un bilan positif au global, hein, 20-16, mais ils n'ont que le 100, alors c'est 100 quelque chose, je les ai vus tout à l'heure, c'est pour ça que je sais, 107e RPI de la nation. Pour Utah, rien que le bilan est déjà un frein, ils sont en 17-15 au global, 6-9 donc en Big 12, et j'essaie de les retrouver, mais je ne pense pas, si je les retrouve un jour, je ne pense pas qu'ils soient éligibles. Ils ont peut-être un meilleur RPI que... Ouais, ils ont le 81e RPI de la nation, donc certes, un meilleur RPI que Texas Tech, un moins bon bilan que Texas Tech au global, ils sont clairement pas dans la discussion pour un bid at large. Arizona et Houston sont donc respectivement en 5-10 et 3-12 et ferment la marge de la Big 12, et je peux vous dire clairement que quel que soit leur RPI, je ne les vois pas être sélectionnés à date. Arizona, je sais qu'ils ont eu un calendrier assez compliqué, mais surtout, malgré... Enfin, que ce soit compliqué ou non, ils ont enchaîné pas mal de défaites. C'est-à-dire que leur bilan au global, Arizona, il est de 14-22, donc c'est mort. J'ai même pas besoin de chercher le RPI pour être honnête. Ils ont le pire bilan des équipes Big 12 quand on regarde les bilans au global. Parce que Houston, qui est dernier en Big 12, a un meilleur bilan au global, 16-19. Après, ils n'ont pas eu les mêmes adversaires, bien entendu. Mais Houston, c'est le 101e RPI de la nation. Donc, on peut dire bye-bye. Et Arizona, vraiment, hein, je cherche vraiment parce que je suis curieux. Mais ça doit pas être folichon également. Ça pourrait être un peu meilleur, mais je suis même pas sûr. Mes amis d'Arizona, où êtes-vous? Alors, on va taper la recherche. Please bear with me encore une fois. Arizona. Oh, oui. Ah, ils ont largement un pire bilan. Ils ont le pire RPI de la Big 12. Hein, et très largement, ils ont le 151e RPI de la nation. Donc, Arizona, Houston, c'est éliminé. Texas Tech, Utah, c'est éliminé. Pour moi, Kansas State est également éliminé. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me ferait 8 Big 12, mais moi je suis quasiment sûr qu'il n'y aurait pas 8 Big 12. On pourrait avoir un maximum, allez, 6, malgré peut-être 7 vraiment au max. Et du coup, ça voudrait dire pour moi que Kansas State serait éliminé, malgré un meilleur bilan, que Cincinnati, un peu comme pour Oklahoma State. Donc ça voudrait dire que au final, on aurait Kansas, West Virginia, UCF, Arizona State, TCU. Et je dirais Baylor. Enfin, le meilleur classé entre Baylor et BYU et ensuite Cincinnati. Ça serait ça. En fonction de ce qu'on voit, ce qu'ils font d'habitude. Hein. Je n'essayais pas d'inventer des... je ne suis pas en train de... Enfin, là, ça serait vraiment le RP parfait du comité de sélection. Genre, j'ai choisi que ça serait eux. Non, ça, c'est quand même par rapport à ce que eux font d'habitude et ce qu'ils privilégient, notamment le RPI. Donc, on en a fini avec la Big 12. La dernière grosse conférence que je vais faire, elle est devenue grosse surtout parce qu'il y a UCLA, USC, Oregon qui font des dingueries, et puis il y a Nebraska qui fait une très belle saison, c'est la Big 10. Je vais juste faire une petite respiration et je reviens dans quelques secondes.
La Big Ten, c'est intéressant puisque ça redevient une grosse conférence du pays. Comme j'ai dit, grâce à l'ajout de ces ex-Pac-12, ils sont clairement tirés vers le haut par une équipe comme UCLA qui a le meilleur bilan de la ligue, donc de la Big 12, 18 victoires, 0 défaites. Hein. Ça veut dire que les 6 séries qu'ils ont jouées, vous l'avez compris, ce sont 6 sweeps. Euh, Ils sont clairement au-dessus, même au niveau national, ils sont voilà, vraiment, j'ai envie de dire, tout en haut. Hein, je sais pas qui peut les stopper. Hein, enfin, à ce moment-là de la saison, attention, hein, puisque on le sait, le baseball c'est assez particulier, assez capricieux, on le sait. Et comme j'ai dit, vous pouvez faire la meilleure saison régulière de votre histoire et pourtant vous vous faites éliminer dès le premier tour au tournoi national. Donc on va pas voilà, leur porter à la poisse ou également vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais pour l'instant, UCLA serait, malgré tout, malgré ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à Texas qui pourrait être numéro 1 pour, sélection, enfin, pour le comité de sélection, ou, ou Georgia Tech numéro 2 devant UCLA. Bon, moi, dans mon idée, c'est UCLA qui serait tête de série numéro 1, puisqu'ils ont le meilleur RPI, ils ont le meilleur bilan. Ils ont dans Big Ten voilà, largement la tête avec que des sweeps. Euh, Ils peuvent rien faire d'autre en fait pour ne pas être tête de série numéro 1. Il n'y a rien qui légitimerait dans ma tête le fait qu'une autre équipe soit numéro 1 par rapport à eux, si ce n'est peut-être la force de calendrier. C'est le truc, hein, et encore une fois, c'est ce que je disais un peu, le fait que les deux équipes qui les suivent soient SEC avec Texas et ACC avec Georgia Tech, et que Georgia Tech, par exemple, fait quasiment une aussi bonne saison que UCLA dans sa conférence, hein, ça peut être le truc qui fait que UCLA ne serait pas tête de série numéro 1. Mais on va pas trop s'arrêter là-dessus. On part du principe que UCLA est tête de série numéro 1, et pour moi, la deuxième équipe de la Big Ten, il n'y en aura que deux pour moi, qui serait haute à l'heure actuelle, à la date, hein, c'est USC. USC, je rappelle, un 12e RPI de la nation, et c'est le 3e bilan de la Big Ten. Ils sont en 13 victoires, 5 défaites. Donc, il n'y a pas trop à tortiller. Hein. C'est clairement le genre de résumé qui vous donne non seulement une place dans le top 16, mais peut-être, bon, peut-être pas le top 8, on va pas exagérer, mais voilà, plutôt tranquille. C'est-à-dire que vous avez peut-être vous êtes haute, mais en place numéro 11, par exemple, ou 10, ou 12. Mais voilà, vous n'êtes pas en train d'être comparé par rapport aux dernières têtes de série, si ça fait sens. Après ça, on a le deuxième de la Big Ten, c'est Nebraska. Nebraska, c'est intéressant parce qu'à date, je ne pense pas qu'ils soient hautes. Pourquoi? À cause du RPI. Ils ont le 24e RPI de la nation, donc ils ne sont pas si loin. Ils pourraient être dans une sorte de discussion, mais quand on voit en comparaison à d'autres équipes qui sont un peu mieux en termes de RPI et qui sont dans une situation similaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout en haut de leur conférence, mais ils ont un meilleur bilan au sein de leur propre conférence, et leur propre conférence est considérée plus forte que la Big Ten, tout ça fait que pour moi Nebraska n'est pas une équipe haute, et du coup ça ne fait que deux équipes Big Ten hautes, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a quelques années, deux équipes c'était le nombre d'équipes qualifiées en Big Ten. Là j'en vois quand même plus grâce au RPI, pour moi il y a UCLA déjà, USC également, Nebraska également. Ensuite, en quatrième position, on a donc Oregon qui est actuellement en 10 victoires, 5 défaites, 26-10. Voilà, bilan très solide. Il faut juste voir leur RPI pour être sûr qu'ils ne soient pas trop bas. Non, ils sont bien. 31e RPI du pays et ils sont normalement pris pour le tournoi national. Donc ça nous fait du coup les 4 premiers de Big Ten potentiellement pris au tournoi national. Ensuite, et là j'ai envie de tirer mon chapeau, hein, c'est Ohio State. Si vous vous rappelez, j'avais dit que ça allait être très compliqué. Et encore une fois, le début de saison nous a un peu prouvé que ça allait être compliqué. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et là, ils ont commencé à redresser la barre, surtout en Big Ten. Et actuellement, ils sont en 9 victoires, 6 défaites en Big Ten. 19-16 au global, donc c'est un peu juste, mais vraiment en Big Ten, c'est intéressant. Et c'est le genre de rebond que l'on pouvait espérer pour eux, en sachant encore une fois qu'ils se battent sans un pitching je vais même pas dire de qualité, mais sans un pitching, comment je vais dire ça, entre guillemets potable. Et encore une fois, avec tout le respect, hein, je veux dire, ce sont des étudiants athlètes, l'idée n'est pas de les tailler, quoi, mais c'est juste que le niveau du pitching n'est pas à la hauteur du niveau, on va dire, en défense du fielding, et au niveau batting, des batteurs, quoi. C'est pas du tout au même niveau, donc il y a une sorte de disparité. Et malgré tout, ils arrivent quand même à faire une très belle saison. Et donc, ce qu'on avait vu de Justin Hare, notamment, c'était à Campbell de mémoire. Peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, on pourrait commencer à le voir du côté de Ohio State et ça deviendrait
une équipe qui compte vraiment en Big Ten. C'est tout le mal que je leur souhaite. Maintenant, est-ce que leur bilan actuel leur permettrait d'être dans la discussion pour aller au tournoi national? Je pense pas du tout, honnêtement. Je cherche la RPI pour vous confirmer que je pense pas du tout. Voilà. Ils ont le 97e RPI de la nation à l'heure actuelle. Déjà, rien que leur bilan, et ils sont en Big Ten, me faisait dire que ça allait être compliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes toujours en concurrence avec d'autres conférences, et l'idée n'est pas d'accumuler voilà, toutes les équipes que dans les 4 grosses conférences. Malheureusement, par l'idée du RPI, forcément, vous aurez beaucoup plus d'équipes SEC et ACC que le reste du pays, le reste du plateau. Mais par contre, si vous faites une très belle saison dans votre conférence, mais vous avez un bilan et un RPI qui est trop faible, vous ne serez pas dans la discussion malgré votre très grosse performance en conférence, pour être clair. Donc pour Ohio State, pas de tournoi national à date. Il faudrait gagner donc le tournoi de Big Ten, tout simplement. Après Ohio State, il y a un petit trou puisqu'on passe à des équipes directement qui sont en bilan négatif. La première d'entre elles, enfin il y a un petit tir groupé, de toute façon on va les faire les 3 en même temps. Illinois, Michigan qui a fait une très belle série. Alors c'était à Oregon justement, si je dis pas de bêtises. Je réfléchis mais je crois que c'était ça, ils avaient gagné à Oregon. Alors Illinois, Michigan et Washington sont en 7 victoires, 8 défaites. Donc ils sont quasiment, en tout cas ils ont le 50% dans leur ligne de mire. Maintenant en termes de bilan global, déjà Washington c'est 16 victoires, 20 défaites. Donc eux je les élimine même sans regarder leur RPI. Michigan, c'est un peu juste, hein, c'est 21-15, mais ça paraît d'être l'équipe la plus éligible, entre guillemets. On va voir ensuite leur RPI. Et Illinois, c'est 19-16, ça paraît un peu compliqué, sauf si leur RPI est vraiment intéressant. Donc, on va les chercher rapidement. Enfin, as rapidly as I can. Alors, Michigan, mes amis de Michigan, je ne serais pas étonné de voir Michigan plus haut, et que ce serait la plus haute de ce tir groupé d'équipe. Bon, ils sont peut-être pas aussi hauts que ça, hein, parce que je les vois pas jusqu'à présent. Michigan, je vous tape. Oh, donc ils sont pas si mal que ça, mais je pense pas qu'ils seraient. Enfin, ils seraient dans la discussion pour la bulle, pour moi. Ils ont le 50e RPI de la nation. Je rappelle, ils ont pour l'instant un bilan négatif en Big Ten. Ils ont 21-15 au global. Ils n'ont pas une grosse force de calendrier. Ils pourraient potentiellement être dans la discussion, mais malgré tout, je pense que malheureusement, ils ne seraient peut-être pas pris. Ouais, je pense qu'ils ne seraient pas pris dans mon idée, dans l'idée que je me fais du comité de sélection. Si je regarde Illinois c'est mort, 83e RPI du pays, donc on n'a pas besoin de regarder même pour Washington, comme j'ai dit, à cause du bilan déjà négatif, au global, hein, pas juste Big Ten. Ensuite, on a 2 équipes en 6 et 12, c'est Indiana et Michigan State. Michigan State, mine de rien, c'est mieux que ce qu'on pouvait imaginer, même si c'est pas folichon, hein. Et Indiana, c'est un peu décevant. Leur bilan au global, c'est 16-21 et 12-22, donc je les élimine d'ores et déjà. On n'a même pas besoin de regarder le RPI. Iowa, c'est 5 victoires, 10 défaites. Pourtant, ils ont montré des belles choses, mais je pense que eux, pour le coup, le calendrier n'a pas été très favorable. En Big Ten, ils se sont quand même enchaînés ou fanés les grosses équipes qu'on voit en tête, pour la plupart du temps. Ils sont en 19-15 au global, donc je pense que même ça, c'est compliqué. Et si j'essaie de trouver leur RPI très rapidement, Iowa, ils ont le 85e RPI du pays, donc c'est mort. On peut le dire, c'est mort. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Minnesota est en 5-10, c'est dommage parce que Minnesota faisait mine de rien de bonnes choses, surtout en début de saison. Ils sont au global d'ailleurs en 22-14, mais je pense pas qu'ils soient vraiment dans une discussion. On va juste regarder vite fait. Minnesota, ouais, 112e RPI du pays, donc c'est mort. Et on a Northwestern. Northwestern 5-10, tout comme Rutgers 5-10. Northwestern, ils sont en combien? Ils sont en 14-18, donc Northwestern, on va même pas regarder le RPI, ils ont déjà un bilan négatif au global. Et Rutgers, c'est pareil, ils sont en 18-19. Tout comme Maryland qui est en 4-11, 18-19, c'est mort. Penn State en 4-11, 10-24. Pour Mike Gambino, quand on voit ce que fait Boston College, son ancienne fac, lui qui est revenu à Penn State pour justement établir un programme qui fonctionne en Big Ten, bah, c'est une saison à reculons par rapport à ce qu'il avait montré sur les dernières saisons. Donc c'est compliqué. Mais donc pour la Big Ten, si je récapitule, on aurait donc UCLA, Nebraska, USC et Oregon. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Purdue. Purdue est en 12-6. Hein. Purdue, je les ai loupés, je sais pas pourquoi. Purdue est en 12-6 actuellement. Est-ce que Purdue pourrait faire qu'on ait 5 équipes? On va voir où ils sont. Purdue, vous êtes où? Non, je pense que ça va être trop juste. Alors, c'est un cas intéressant.
ils ont le 64e RPI de la nation. Au global, ils sont en 24-11. En Big Ten, ils sont en 12-6. C'est-à-dire que c'est un très bon bilan. Pour moi, le problème, c'est le RPI, ici. Leur RPI est trop bas quand on pense en at large. Encore une fois, il faut s'imaginer qu'ils se battent face à 30 autres équipes, pas les 63 autres équipes, très clairement. Donc, pour moi, ça ferait que Purdue, potentiellement, n'y serait pas, et donc on aurait bien que 4 équipes, c'est-à-dire UCLA, Nebraska, USC et Oregon, avec UCLA et USC qui seraient hautes. Voilou. On va finir ce tour d'équipe un peu à mi-saison, en ayant dépassé la mi-saison, en parlant un peu des mid-majors. Là, je ne vais pas vous faire conférence par conférence, sinon on n'en a pas fini, et je pense pas que l'intérêt soit là. C'est juste plutôt de regarder un peu parmi les équipes mid-majors qu'on a l'habitude de voir, qui performent ces dernières années, ou qui performent en ce moment. Voilà, un peu quelles sont les tendances pour ces équipes-là. La première n'est pas exactement une mid-major, c'est juste que c'est une fac maintenant indépendante en attendant que la nouvelle Pac-12 se mette en place. C'est Oregon State. Oregon State, c'est l'un des meilleurs RPI de la planète, de la nation, avec le 7e RPI, et surtout en sachant qu'ils ont une force de calendrier quand même très très haute, très très forte. Du coup, je pense qu'ils complètent un peu cette vague d'équipes qui serait haute selon moi. Et un autre candidat qui peut être haute, si là on retourne vers les mid-majors, pour moi c'est Coastal Carolina, j'en ai parlé un peu auparavant. 11e RPI du pays, une forme quand même ascendante, ils ont réussi à se maintenir quand il y avait les blessures, et là ça commence à revenir et c'est tant mieux. Et donc ça fait qu'avec un Coastal Carolina qui actuellement est en 13 victoires, 2 défaites, donc en tête de la Sun Belt et pour l'instant assez largement, c'est clairement l'équipe dans les mid-majors qui fait figure de potentiel, on va dire, haute. Il y a un autre dossier, on en a parlé tout à l'heure rapidement, c'est Missouri State. Alors pour Missouri State, en conférence USA, ça paraît un tout petit peu plus compliqué, puisque là je vois bien venir la logique du fait que ce soit une mid-major. Et il faut savoir, c'est que Missouri State n'est pas en tête de la conférence USA. J'ai vérifié en fait en parlant. Actuellement, ils sont deuxième, donc c'est pas rédhibitoire. Et surtout, le premier, Jacksonville State, a un très bon RPI également. Donc là, Jacksonville State, pour le coup, on ne parle pas d'une équipe qui serait potentiellement haute, mais une équipe qui pourrait avoir un bid at large. Ils ont le 30e RPI du pays, en 30 victoires, 8 défaites. Ils sont en 13-2, pardon, au niveau de conférence USA, pendant que Missouri State est en 12-3. Liberty aussi a un cas intéressant. Alors là, je vous le dis à l'avance, je pense encore une fois que ça va être compliqué pour avoir un autre venant de conférence USA. Par contre, on pourrait avoir plusieurs équipes. Liberty a un très bon RPI. Ils ont un RPI actuellement, c'est le 21e de la nation. Donc, ils sont dans des équipes comme Kansas, Mississippi State, Nebraska, Wake Forest, Boston College, Tennessee, etc. Pour ne citer qu'elles. Et surtout, le bilan est très intéressant. Maintenant, encore une fois, il faut prendre en compte cette chose-là. Normalement, s'ils sont logiques par rapport à RPI, les 3 équipes que j'ai citées, Jacksonville State, Missouri State et Liberty, sont potentiellement sélectionnables et devraient l'être normalement. Mais on ne serait pas à l'abri de soit avoir un scénario où ils espèrent secrètement que l'une de ces 3 équipes va également remporter le tournoi de la conférence, ce qui facilite les choses et permet de justifier l'arrivée de 3 éléments de la conférence USA au niveau du tournoi national, ou alors il serait tenté de durcir un peu le débat du RPI, si vous voyez ce que je veux dire, et donc ça éliminerait aussi certaines équipes dont on a parlé avant, mais au profit d'autres équipes, mais ça durcirait également l'entrée en liste de plusieurs équipes venant des mid-majors d'une même conférence, et notamment par exemple ici le cas de la conférence USA. J'espère que j'ai été assez clair dans ce que je viens de dire, mais c'est pour dire que normalement, d'après les critères, ces 3 équipes sont dans les 64. Aucune n'est haute par rapport à ce que j'ai cité auparavant. Par contre, on ne serait pas à l'abri d'avoir une surprise dans le mauvais sens. Parmi les belles équipes de mid-majors qui ont aussi un bon RPI, je pense par exemple à UC Santa Barbara. Alors, c'est un cas intéressant parce que si je dis pas de bêtises, alors je vais chercher en même temps que je vous parle, Big West Baseball Standings 2026. Alors, on va aller voir, mais je pense pas qu'il soit premier, à moins que je me trompe, à moins qu'il soit revenu aussi, parce que je me rappelle qu'on avait du Cal Poly
Je vérifie tout de suite. Ouais, actuellement, ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, ils sont pas premiers, mais ils ont rattrapé Cal Poly. Actuellement, l'équipe qui est première, c'est UC San Diego, avec 11 victoires, 4 défaites. D'ailleurs, je pense que ça devrait être le moment où ils deviennent éligibles, UC San Diego, les Tritons, parce qu'ils sont revenus il n'y a que 2 saisons, mais ils devraient être maintenant éligibles à la qualification au tournoi national, hein, changement de conférence et tout ça, réalignement. Mais bref, on n'en est pas à parler de ça. UC San Diego, par exemple, quel est leur RPI? Pour être très clair et net. UC San Diego. Alors, actuellement, c'est un cas très intéressant. Actuellement, UC San Diego, ils ont un RPI de 56. Ils sont en tête de la Big West. Vous venez de l'entendre. Leur problème, ils ont un bilan négatif. 15 victoires, 17 défaites, et ils sont en Big West, c'est-à-dire ils sont dans une mid-major. Donc, avec un RPI 56 qui est très... qui même dans le meilleur des cas est un RPI qui vous met à la limite de la limite de la limite, pour vous dire, UC San Diego ne serait pas éligible en at-large. Par contre, UC Santa Barbara serait potentiellement éligible en at-large parce qu'ils ont le 26e RPI de la nation. Et ils sont du coup maintenant deuxième ex-aequo avec Cal Poly. Cal Poly, au passage, comme ça on va être complet. Cal Poly, vous êtes où mes amis? Cal Poly. Ah, ils sont là. Ils ont le 52e RPI. Donc par exemple pour moi, Cal Poly, c'est un peu le même principe que UC San Diego. Ils ont par contre pour eux un bien meilleur. Alors non, pardon. Je suis pas en train de tout regarder Cal Poly actuellement. J'ai en train de regarder California Baptiste. Mes excuses, c'est le direct. Cal Poly, Cal Poly, Cal Poly. Je vais essayer de le taper, voir si ça va plus vite, mais des fois la recherche n'est pas. Ok. Non, donc Cal Poly, au moins, ça permet d'évacuer très vite le débat. Ils ont le 89e RPI de la nation. Comme ça, c'est réglé. Donc, la seule équipe qui pourrait se qualifier at large, selon moi, ici, c'est UC Santa Barbara. On a une équipe qui fait souvent partie des favorites, c'est UC Irvine, mais ils sont dans un comment on peut dire ça? Dans une année très compliquée, hein, 16 victoires, 19 défaites au global, mais après ils ont eu un calendrier très difficile, mais c'est le jeu. Mais surtout, en Big West, ils sont en 7-8. Donc actuellement, on ne peut même pas parler d'eux. Cal State Fullerton, je suis content pour eux, ils sont sur un bon début de saison, mais ça c'est trop juste pour espérer être dans la conversation en at large. Donc la seule équipe qui peut avoir un bid at large ici, c'est UC Santa Barbara. Maintenant, rappelez-vous, la Big West, hein, alors je ne sais pas si vous allez vous en rappeler parce que c'est assez spécifique, mais la Big West, jusqu'à récemment, ils n'avaient pas de tournoi pour élire leur bid automatique. C'était directement via le classement. Donc par exemple, sur une saison comme celle-ci, imaginons à date, on s'arrête, UC San Diego serait donc premier, UC Santa Barbara deuxième, et donc UC Santa Barbara, grâce à son RPI, a une éligibilité at large, et on aurait donc 2 équipes qualifiées. Imaginons maintenant, UC San Diego gagne la saison régulière, mais a toujours ce RPI dans les 50. UC San Diego ne gagne pas le tournoi de Big West, et c'est UC Santa Barbara. Donc on a UC San Diego, vous l'avez compris, victorieux de la saison régulière, et UC Santa Barbara victorieuse quoi, du Big West Tournament. Et bien dans ce cas-là, on n'aurait qu'une seule équipe de Big West. Ça a déjà arrivé ce genre de cas un peu précis. Pour avoir 2 équipes Big West, il faudrait que UC Santa Barbara continue à performer, mais sans remporter le tournoi de Big West. Donc continuer à être dans les vingtaines en termes de position RPI, sans gagner la Big West, en termes de tournoi. Et que voilà, l'équipe qui gagne le tournoi de Big West l'accompagne en fait. Sinon, il n'y aura qu'un seul représentant de la Big West. Vous voyez un peu comment ça marche? Donc c'est toujours assez compliqué et je vais m'arrêter là un peu sur les équipes, hein. C'était juste pour vous donner des exemples par rapport aux mid-majors. Il y a beaucoup de mid-majors et il y a pas mal de mid-majors d'ailleurs qui performent, on va dire. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai parlé de California Baptiste, hein, qui sont assez hauts dans la WAC, hein, cette année. Ils sont en train de dépoussiérer des choses comme... Enfin, dépoussiérer des choses, c'est mal dit, mais d'être en très bonne concurrence avec des équipes historiques de la WAC, hein, comme Grand Canyon. Donc bravo à eux, mais malgré tout, dans cet exemple-là, pour moi, ils n'auraient pas de bid at large de justesse parce qu'ils ont un RPI 52. Voilà. East Carolina, c'est intéressant parce qu'ils ont un très bon RPI, mais ils ont pour moi un bilan qui n'est pas assez bon pour... Ou en tout cas, ils seraient dans la bulle, quoi. Ils ont le 39e RPI du pays, donc pour moi, ce serait une équipe qui serait dans la bulle. Texas State, j'ai parlé de la Sunbelt tout à l'heure, Texas State, ils sont deuxième, je pense, de la Sunbelt actuellement, à l'heure où on parle. Ce qui fait que Texas State, potentiellement,
il pourrait être pris en at-large via la Sunbelt. Mais il n'y aurait pas beaucoup de Sunbelt cette saison. Pour moi, il y a Coastal Carolina, il y a Southern Miss, même si Southern Miss, il faut faire attention parce qu'en ce moment, dans la Sunbelt, comme je l'ai dit, ils sont, voilà, c'est très difficile, ils sont en 8-7, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment à la limite, hein. Et ce genre de choses compte également, même si leur RPI est la première mesure. Et si on continue comme fait le comité de sélection, ils devraient, grâce à leur RPI, avoir un potentiel bid at large. Le 14e RPI de la nation, s'ils avaient un meilleur bilan en Sunbelt, ils seraient clairement dans la discussion, hein, comme je l'ai dit auparavant, de pouvoir être haute. Mais là, ce n'est pas le cas, à cause du bilan. Donc, euh, donc voilà. J'espère que ça vous a un peu intéressé. Ça permet aussi de faire une sorte de bilan, de voir à peu près où sont les équipes à mi-saison. On a vu quelque part des déceptions, des confirmations, des petites surprises de ci et de là. Et grâce au RPI, on a pu aussi un peu projeter quelles seraient les équipes qui seraient qualifiées via le bid at large. On va faire une dernière pause et on va parler rapidement de quelques joueurs, notamment des joueurs qui nous intéressent par rapport à la draft et savoir où ils en sont. A tout de suite. Et donc, comme promis, hein, chose due, chose promise, chose due, quelque chose comme ça, bref. Aujourd'hui, je pense que je me suis lancé dans des expressions, ça s'est pas très bien passé, donc je vais m'arrêter là. Mais on va parler de quelques joueurs, notamment vis-à-vis de la draft. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ouvre la liste actuelle du Golden Spikes, hein, la watch list, hein. Comme j'ai dit, Golden Spikes, c'est l'un des trophées, si ce n'est le trophée principal, hein, qui élit en fait le meilleur joueur amateur de la saison. Et en général, c'est un joueur de NCAA D1 baseball. Et en fait, cette watch list va nous permettre d'affiner un peu notre propos. Dans cette watch list, il y a des joueurs qu'on attend notamment par rapport à la draft. Soit ils sont juniors, soit ils sont sophomore éligibles, mais en tout cas, ils font partie, ou alors plus que juniors, ils peuvent être seniors, mais ils font partie de joueurs qui sont plus ou moins attendus à la draft, qui sont en train de se positionner pour la draft. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous donner dans cette liste des joueurs que l'on attend à la draft assez haut. Puis après, je vais vous donner une liste de joueurs dans cette liste à surveiller, puisque on les attendait peut-être pas aussi haut, mais ils sont en train de faire une saison qui est au-delà des attentes. Et après, je vais parler de joueurs qui ne sont pas dans cette liste. Je vais en parler d'un en particulier, puisque son cas est très intéressant. Donc, je vais commencer par le commencement. On va commencer par parler, alors je ne vais pas décortiquer, mais on va commencer par parler rapidement, hein, de Rock Cholowski. Rock Cholowski, c'est le top prospect, hein, en tout cas l'un des top prospects, si ce n'est le top prospect de la QV 2026. Hein, je rappelle, shortstop / on va dire infielder en général, du côté de UCLA. UCLA, meilleure équipe de la nation. Rock Cholowski, alors, il n'a pas les stats les plus impressionnantes de la nation pour l'instant, mais c'est un joueur qui a déjà plus d'une dizaine de home runs, qui a plus d'une trentaine, quarantaine de points produits, et qui est le leader offensif et défensif. Quand je dis offensif et défensif, ça ne veut pas forcément dire dans les chiffres, mais dans l'attitude, dans ce qu'il apporte à UCLA, de l'équipe numéro 1 du pays. Défensivement, c'est toujours très solide. Offensivement, c'est donc très solide. Et donc, il est clairement dans les attentes. Et c'est pourquoi on le voit d'ailleurs dans cette watch list, hein, il fait partie des joueurs qui sont surveillés pour les awards de fin de saison. Un autre joueur, alors ça ne sera pas dans un ordre de draft, attention, hein. Un autre joueur dont je voudrais parler, ça va être... Allez, on va parler de Daniel Couvet, par exemple. Daniel Couvet, je pense que je vous ai bassiné un peu sur lui lorsqu'il était freshman en 2024, hein, puisqu'il a fait une saison freshman, de freshman de l'année très clairement. Je ne sais plus si c'était lui ou... Non, je ne pense pas parce qu'il y avait Drew Burress, donc ça devait être certainement Drew Burress. Mais Daniel Couvet a fait une saison très forte, puis après en sophomore, il a confirmé sans non plus exploser. Et là, cette saison, il refait parler de lui. Pour moi, il ne sera pas Golden Spike, sauf si là, d'un coup, il enchaîne les grosses performances, mais de manière très régulière. Mais ça reste une force en présence et quelque part, il est dans les attentes. C'est pourquoi je parle de lui rapidement. Un autre joueur dans les attentes qu'on connaît, Jackson Flora. Jackson Flora, on en parle depuis un moment. Il y a même des gens qui parlaient de lui en disant que, en gros, l'année dernière, il y a Bremner qui est sorti de UC Santa Barbara. S'ils avaient le même âge, entre guillemets, on ne parlerait pas de Tyler Bremner, mais plutôt de Jackson Flora comme le premier des deux pics qu'on prendrait, très clairement.
Il est sur une grosse saison, une belle saison de confirmation. Donc clairement, il fait partie de cette watchlist et c'est normal dans l'une des meilleures équipes des mid-majors, deuxième de sa conférence, un des meilleurs RPI du pays, on vient d'en parler, UC Santa Barbara. Donc voilà, pas de surprise, il est là, c'est normal. Si je peux vous trouver un autre joueur qui n'est pas surprenant en soi, Justin LeBron, bien sûr. Allez, on va finir avec Justin LeBron pour faire cette liste. Justin LeBron, la superstar d'Alabama, je vous l'ai dit, un joueur très athlétique, shortstop impressionnant, aussi bien offensivement que défensivement. Même si défensivement, il y a des petites interrogations, mais bref, sur le potentiel, en tout cas offensivement et défensivement, c'est exceptionnel. Il fait un très bon début de saison à la hauteur des attentes, très clairement. Et donc, voilà, c'est un joueur qui est dans cette liste et a raison. Maintenant, je vais parler de joueurs qui, certes, on parle d'eux en termes de prospects, mais on les attendait peut-être pas à pareille fête. Là, pareil, je vais donner que quelques exemples. Il y a plus d'une cinquantaine de joueurs, donc je ne vais pas vous donner chaque joueur, mais là, je vous donne encore une fois quelques exemples, surtout par rapport à la draft. Le premier joueur dont j'ai envie de parler par rapport à la draft, c'est Van Lackey. Je vous ai parlé de Georgia Tech. Georgia Tech, c'est clairement la plus belle équipe à avoir joué du pays en ce moment, surtout donc de manière offensive. Van Lackey, il représente tout cela. Offensivement, le receveur est très très fort cette saison. Et en tant que receveur, voilà, c'est peut-être pas le meilleur, plus impressionnant receveur défensivement, mais il fait le taf, déjà d'une part, et surtout sur le potentiel, on voit certains scouts parler voilà, d'un joueur potentiellement intéressant. Eh bien lui, alors on l'attend, bien sûr, dans la draft, on l'attend pourquoi pas assez haut, mais on n'attendait pas une telle saison de sa part qui ferait que là, clairement, maintenant il est dans des discussions pour faire partie des top prospects. Ça, c'est un des exemples que j'avais en tête. Un autre receveur qui, pour le coup, je pense qu'on en parlait un peu plus et qui fait un peu plus que confirmer, c'est pourquoi je ne l'ai pas parlé dans les confirmations, c'est Ryder Elfrick, le receveur d'Arkansas. Si Arkansas, c'est un peu dilettant cette saison, un peu plus compliqué que d'habitude. D'habitude, c'est vraiment une équipe, on sait que c'est en cruise control. C'est-à-dire que chaque saison, ils vont vous faire une saison SEC en 18 victoires, 12 défaites au pire des cas. Là, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Ils sont à peine positifs ou un peu dans le négatif. Enfin, voilà, ils sont autour des 50% pour le moment. Et on a vu que quand l'offense n'est pas là, le pitching ça va. Quand l'offense est là, le pitching ça va pas. Donc c'est un peu compliqué. Mais Ryder Elfrick, et dès le début de la saison, il a su porter l'équipe quand il le fallait. Alors que c'était peut-être pas forcément, entre guillemets, le rôle qu'on aurait pu penser lui attribuer, surtout au niveau offensif. Donc c'est pourquoi je parle de lui en ce moment. Et je vais vous sortir un autre joueur, c'est simple, un autre joueur de UCLA qui pour le coup, lui, il fait une saison qui fait que, je vais pas dire, il fait pas de l'ombre non plus à son coéquipier, mais il est là, il se pose là, c'est Will Gasparino, ancien de Texas, qui est venu à UCLA. Et là, cette saison, il a une sorte de vrai breakout year. Je pense que c'est le joueur, de toute façon, en termes de puissance à la batte, qui est peut-être le plus puissant de l'effectif, ça même avant qu'il soit un tout petit peu plus régulier. Là, il a peut-être une quinzaine de home runs déjà. Clairement, offensivement, il semble à certains moments encore plus impressionnant, même s'il est un peu ralenti quand même, encore plus impressionnant que Rock Cholowski. Par contre, peut-être un peu moins consistant, un peu moins constant. Mais en tout cas, cette saison qu'il fait le met très clairement dans cette discussion des joueurs qui peuvent maintenant briguer à vraiment à être un top prospect. Donc voilà. Il y a un joueur dont tout le monde parle bien entendu, mais peut-être qu'on en parlera beaucoup plus en détail avec l'avancée de la saison, c'est Mason Edwards. Alors, lanceur ace de USC, on avait parlé lors de la preview, mais c'est peut-être pas le joueur qu'on attendait le plus. C'est-à-dire que c'est pas un lanceur qui sur les métriques, les stats, les datas, impressionne. Mais ce qu'il fait cette saison, c'est super impressionnant. Il a un IRA très très faible. Il a un whip aussi de très bonne alloi. Quand je dis très faible, c'est-à-dire très bas, dans le bon sens. Tout est très bien avec ce lanceur gaucher qui arrive à éliminer les joueurs par la déception en fait. Les balles déceptives. Déception, je sais que c'est l'anglicisme que je viens de faire. C'est pas la déception, on n'est pas déçu, mais déception, c'est-à-dire qu'il vous trompe, tout simplement.
Donc voilà, c'est le joueur dont vous allez certainement de plus en plus entendre parler de lui. Alors est-ce qu'il pourra vraiment être un top prospect? Parce qu'on se rappelle quand même que la draft, c'est par rapport à des potentiels. Et peut-être que ce qui lui manque, c'est vraiment ces fameux cannon arm, vous savez, ces bras très puissants. C'est peut-être pas son cas. Mais il a quand même un arsenal très intéressant et ça pourrait quand même le placer hein, dans ces joueurs, voilà, pas juste à suivre, mais qui pourraient voilà, progresser vers des positions beaucoup plus hautes que prévu à la draft. Et donc, le dernier joueur dont j'ai envie de parler, c'est Drew Burress. Drew Burress, je rappelle, saison freshman exceptionnelle, hein, freshman de l'année. Un joueur, voilà, on peut en parler pendant 20 ans de ce joueur, tellement il a éclaboussé la ACC et la nation de sa classe, surtout offensivement. Euh, un très très fort joueur. Un très très fort joueur. Même défensivement, c'est un center fielder, hein, donc même défensivement, il nous a montré des vrais highlights. Et en fait, c'est vrai que euh, cette saison, c'est peut-être paradoxalement sa saison la moins bonne offensivement. Et pourquoi je dis paradoxalement? Parce que son équipe est vraiment au firmament offensif. Euh, on n'est pas encore à la fin de la saison, donc il peut très bien avoir voilà. Il peut très bien finir bien mieux que ce qu'il a commencé. Mais là, à l'heure où on parle, alors c'est 36 matchs joués, c'est 7 home runs, 31 points produits, 4 bases volées, euh, 31 buts sur balle contre 26 strikeouts. Donc ça reste hein, un joueur quand même élite, hein, attention. Mais si vous n'avez pas entendu parler de lui dans les confirmations, c'est qu'il n'est même pas dans la watchlist pour le Golden Spikes. Alors il y a cet effet encore une fois collectif qui fait que son équipe est tellement forte à tous les coins du terrain. Par exemple, je n'ai pas parlé dans les surprises de Jaren Advincula, qui a transféré de Cal vers Georgia Tech, mais qui est vraiment au niveau et qui va être éligible d'ailleurs à la draft et qui est en train de se battre pour son cas. Drew Burress, par contre, quand on regarde les matchs, il fait toujours tout bien en fait. La seule différence, c'est son influence offensive en termes de stats surtout. Donc très clairement, on va se poser la question de est-ce que les scouts vont aussi s'arrêter à cette partie purement data stat ou est-ce qu'ils vont continuer à regarder ce côté potentiel, métrique potentiel et compagnie et se dire bon, ok, il fait peut-être pas la plus grosse saison de sa carrière et c'est assez paradoxal encore une fois euh, au niveau de comment on appelle ça, au niveau de j'ai du mal, au niveau de la NCAA d'un baseball, mais peut-être qu'au contraire il s'est aussi assagi. Il a beaucoup plus de maîtrise et peut-être qu'il est beaucoup moins feu follet, même si c'est vrai que je vous donne un titre de comparaison sur beaucoup plus de matchs, attention. Hein. Mais par exemple, sa saison freshman, où il a été freshman de l'année, en 58 matchs, c'est quoi? C'est 25 home runs, 67 points produits, un ratio but sur balle striker de 58-37, un OPS de 1.333. Sa saison sophomore qui était déjà un tout petit peu en deçà en termes de stats, puisque c'est 2 matchs de jouer en plus par rapport à sa saison freshman, c'est 19 home runs, 62 points produits, 53-42 en but sur balle sur ratio, et c'est 1.162 en OPS. Et donc là, comme j'ai dit, hein, à l'heure actuelle, c'est moins de matchs, certes, mais c'est un OPS de 1.075. Alors c'est toujours élite, attention, hein, on n'est pas en train de commencer à le descendre. Au niveau universitaire, c'est toujours élite, mais c'est vrai que les scouts vont aussi toujours regarder un peu votre progression. Si on voit que ça stagne, donc ça descend, même si c'était tellement exceptionnel que c'est difficile d'augmenter de pareils chiffres que les chiffres qu'il a eu en tant que freshman, il y aura toujours cette question de ok, il va falloir qu'on regarde un peu plus deep pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense qu'il n'y a rien de grave, au contraire, c'est que, comme j'ai dit, son jeu s'affine, il sait ce qu'il peut apporter et peut-être aussi à ce côté, euh, je me focalise aussi beaucoup plus sur la défense et je fais attention à rester discipliné. En faisant ça, peut-être on fait montre de moins de puissance, mais par exemple, ça permet aussi de toujours amener autant de points produits, parce que voilà, à un peu plus de la mi-saison, il est déjà sur une route de faire encore au moins 50 points produits. Donc ce n'est pas rien sur des saisons à cinquantaine de matchs. Euh, Là, pareil, en termes de double réussi, si on veut parler d'un peu de extra base hit, en termes de double, il en est déjà à 11. Sa saison dernière, c'était 23 par exemple. La saison freshman, c'était 15. En termes de triple, il en est déjà à 3. Et c'est mieux que sa saison entière sophomore. Et c'est au même niveau que sa saison freshman. Donc voilà, si on veut donner des chiffres et les utiliser de la manière qu'on veut, on peut le faire.
Voilà pour ce dont je voulais parler par rapport aux joueurs liés à la draft. Encore une fois, j'ai pas voulu partir dans partout parce qu'il y a 25 000 joueurs entre guillemets. Il y a tellement de cas particuliers. Il y a des gens même en mid-major comme des Evan Dempsey qui sont en train de vraiment se montrer et de construire des bons dossiers par rapport à la draft. Mais on aura le temps d'en reparler. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici tout simplement, hein. Je pense que de toute façon que c'est un assez long podcast au final, mais c'était important pour moi de faire une sorte de bilan de mi-saison. J'espère pour ceux qui sont arrivés au bout que ça aura été assez digeste, comme à chaque fois. Enfin, j'espère comme à chaque fois, hein. Je dis pas qu'à chaque fois c'est digeste, vous m'avez compris. Et encore une fois, merci pour tous les likes, les réactions, comme à chaque fois, vous êtes les meilleurs. Et on se dit à très bientôt pour la suite déjà du top 100 et pour la suite des épisodes aussi d'actualité. Allez, ciao.